C'était à quelques instants du départ du dernier Grand Prix de la saison, la poignée de main entre les deux prétendants à la couronne, Michael Schumacher à droite, Mika Häkkinen à gauche. 90 points pour le Finlandais, 86 pour l'Allemand, Pierre Van Vliet, Jacques Laffite, Jean-Louis Moncé. La tension est à son comble à Suzuka pour la finale. Et oui, la grande finale de ce championnat du monde de Formule 1 1998 qui aurait été vraiment passionnant, haletant jusqu'au bout avec ce duel Häkkinen-Schumacher, Jacques Laffite. 4 points d'écart, on le sait, entre les deux hommes. L'avantage mathématique est donc pour Häkkinen. Mais attention, Schumacher a signé la pole position. Il a dominé les essais, encore le warm-up ce matin. Et on sait qu'il a quand même l'expérience de cette finale, justement. Vous avez vécu ça, Jacques, en 81, c'était à Las Vegas avec Reutemann et Piquet. Vous étiez en lice pour le titre mondial lors de la dernière course de la saison. Alors, comment est-ce que les pilotes gèrent ça émotionnellement? C'est quand même très lourd. Je crois que d'abord on a eu du mal à dormir, les deux pilotes certainement, surtout Mika Häkkinen. On l'a vu assez nerveux hier finalement dans sa voiture, remuant son casque, bougeant, s'activant énormément. En fait il est très inquiet, c'est la première fois qu'il est en lice pour le titre de champion du monde. C'est l'espoir de tout pilote de Formule 1 de conquérir ce titre. Il a à côté de lui un garçon qui est 2 fois titré, donc qui a beaucoup plus d'expérience. Il ne s'en fiche pas parce qu'il a aussi la responsabilité de faire gagner Ferrari. Depuis 1979, la dernière victoire Scheckter, Ferrari n'a jamais été champion du monde des pilotes, donc il y a une grande absence du côté de chez Ferrari et un gros poids aussi pour Schumacher, mais il y a quand même un petit avantage pour Häkkinen. Il a 4 points d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable, s'il en est capable, de suivre aujourd'hui et de calquer sa course sur celle de Michael Schumacher, de suivre le pilote italien, évidemment s'ils partent 1 et 2 sur la ligne. On verra ça tout à l'heure. Le pilote allemand sur la machine italienne, évidemment. Ah, le voilà, Schumacher, visière baissée, en pole position sur le bon côté de la piste, le côté gauche, qui est évidemment celui qu'empruntent les voitures en trajectoire idéale pendant les essais. Häkkinen, sur le côté droit de la piste, eh bien, aura peut-être un départ un peu plus délicat, puisque la piste est plus sale à gauche de votre écran. Coulthard, évidemment, en 3e position, peut bondir et essayer de protéger son leader Häkkinen d'une attaque éventuelle de l'autre Ferrari, d'Eddie Irvine, en 2e ligne également. Alors regardez ce virage très rapide à la fin de cette ligne de départ, où l'accrochage n'est pas évident parce qu'on va très vite, donc il faut faire très très attention. Et ici, cette succession de S très rapide, Jean Alesi vous expliquait tout à l'heure que c'est ici que la Ferrari est supérieure à la McLaren. C'est exact, on l'a vu à chaque fois dans les temps intermédiaires. Vous voyez dans ces courbes, changement d'assiette, la voiture est plus courte, elle a un peu plus d'agilité, et puis elle a surtout à son volant un pilote qui est diabolique dans ce genre de courbe. Alors vous voyez la grille qui défile, elle est assez symétrique curieusement, puisque derrière les deux McLaren et les deux Ferrari, eh bien nous avons les deux Williams qui peuvent peut-être jouer un rôle d'arbitre. On sait qu'il y a une grosse bagarre pour le championnat des constructeurs aussi, de la 3e place entre Williams, Benetton et Jordan. Là on a les deux Williams en 3e ligne, Frentzen et Villeneuve, et puis les deux Jordan, Ralf Schumacher d'Emenil, et enfin les deux Benetton, Fisichella et Wurth un peu plus loin, les deux Sauber avec Jean Alesi, et puis les deux Prost Peugeot, Panis et Trulli qui finalement ne pilote pas la nouvelle Prost AP01B, la voiture laboratoire. Il a eu un accident ce matin au warm-up et il est donc sur la voiture habituelle. Là, regardez le circuit, ici le virage de la Cuillère, Jacques. Très beau virage, évidemment, abordé à très haute vitesse. Un double encore gauche une fois. Alors cordes. sur ce circuit, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dépasser. On peut espérer que la chicane avant les stands, que vous allez voir bientôt, on a une possibilité de dépassement ici. C'est une chicane très très lente. Et puis il y a aussi à la fin de cette longue ligne droite après le départ, bien aspiré, on peut se planquer dans l'aileron de l'adversaire et déboîter au dernier moment. Mais je vous l'ai dit, c'est un circuit qui est une courbe qui est assez rapide, et prendre un risque là, c'est souvent très très dangereux. Et regardez comment on fait chauffer les pneumatiques. La piste est bonne température, elle est à peu près comme elle était hier aux essais. Un petit peu de vent, un petit peu plus frais peut-être. Le grand virage rapide là-bas à gauche, c'est le 130 degrés. Et puis on arrive au freinage de cette fameuse chicane en première. Voilà. La chicane Prost-Senna, on va l'appeler comme ça. Vous vous souvenez évidemment de l'incident du Grand Prix du Japon en 1989. Eh bien, il y a 9 ans déjà. Voilà les deux. Et puis là, l'accélération, une petite supériorité ici aussi pour la McLaren, qui a une très bonne motricité comparée à la Ferrari. Mais enfin, au volant de la Ferrari, il y a le garçon Michael Schumacher. Regardez, il vient de faire un démarrage. Faire fumer la gomme pour bien chauffer ses pneus. Dans un instant, le départ de ce Grand Prix du Japon de Formule 1
décisif pour l'attribution du titre de champion du monde 1998. En pole position, Michael Schumacher. Sur la Ferrari à ses côtés, son rival pour le titre mondial, Mika Häkkinen, et la McLaren Mercedes. En deuxième ligne, l'autre McLaren Mercedes de Coulthard, troisième, et l'autre Ferrari d'Eddie Irvine, quatrième. Les deux lieutenants sont prêts à jouer leur rôle dans une course qui pourrait être très tactique, très stratégique, avec un enjeu énorme et des intérêts économiques évidemment colossaux. Attention, les feux rouges vont s'allumer, et puis quand ils seront tous allumés, vous connaissez la procédure, quand ce sera éteint, ce sera parti pour de bon. 21 voitures sur la grille, puisque Ricardo Rosset n'est pas qualifié pour ce dernier Grand Prix de la saison. Et c'est parti. Oh, drapeau orange, feu orange plutôt. Voilà. La procédure de départ est donc à recommencer. J'ai l'impression qu'Hakkinen avait levé le bras. On a les drapeaux jaunes. Coulthard également a levé le bras. C'était un faux départ. Et bien voilà qui va encore ajouter à la tension nerveuse des pilotes. Est-ce que c'est Michael Schumacher qui a eu un problème? Parce qu'on l'a pas vu démarrer, on a vu Hakkinen partir. En tout cas, instantanément, Charlie Whiting, le directeur de course, c'était très rapide, bravo, a actionné le feu orange dans la procédure. Et bien évidemment, le feu orange signifie que le départ est annulé, il y a faux départ et on recommence. C'est-à-dire que on va reprendre une procédure de départ complète avec un nouveau tour de formation. Il y a Arnaud Trulli ici sur la Prost Peugeot. Le mulet. Jean-Louis Moncet dans les stands, est-ce que vous avez une information? Oui, juste pour vous dire que j'ai l'impression que c'était à hauteur de la troisième ligne à peu près que le drapeau jaune a été agité. Par conséquent, c'est derrière les 4 belligérants. En tout cas, les mécaniciens reviennent sur la grille de départ et on va repartir pour une procédure habituelle, classique, avec de nouveau un nouveau tour de chauffe, tour de formation. Voilà, faux départ, fausse alerte. Tempête sous les casques. Oui, ça commence. Vous avez vu au départ, je voulais le faire voir tout à l'heure, quand Schumacher s'est arrêté sur la grille, il a levé sa visière. Vous voyez, il explose, on explose un peu, on a tout fermé, on a besoin d'air. C'est une tension incroyable et tellement forte. Et vous l'avez vu, il a ouvert un peu sa visière avant de la refermer, évidemment, quand les feux se sont mis au rouge. Mais ça explique bien, en tout cas, pourquoi il y a cette tension énorme sous le casque d'un pilote juste avant le départ. On part pour le titre. Alors Hakkinen, on l'a vu, c'était très étonnant ce départ. En deuxième ou en troisième ligne. Mais curieusement, les pilotes de première ligne n'ont pas bronché. Enfin, Hakkinen est parti, mais vraiment pas fort. Schumacher n'a pas bronché. Non, mais il y a une réaction très très rapide du directeur de course. Regardez les traits de Hakkinen, très concentré, très marqué aussi. Oui, ça va ajouter un peu plus à la nervosité de chacun. Oui, entre le décalage horaire et les nuits blanches, on imagine que la fatigue peut aussi jouer un rôle. Jacques, vous vous souvenez de Las Vegas 81? Vous étiez un peu l'outsider derrière Reutemann et Piquet. Mais sur la grille, là, vous disiez peut-être que je serai champion du monde dans 2 heures? Oui, en fait, je m'étais complètement vidé la tête et j'avais dit à mon équipe, à Guy Ligier, à Jean-Pierre Jabou qui s'occupait de ma voiture, foutez-moi la paix. Moi, je veux plus parler de rien et je fais ma course, je conduis, vous m'arrêtez quand vous en avez envie. Je suis un pantin, je fais le mieux possible, je vais le plus vite possible et quand vous avez quelque chose à faire, faut me faire signe. Voilà, point. Résultat, on a vraiment attendu longtemps pour changer les pneumatiques. Guy Ligier, à ce moment-là, on a eu une petite polémique avec Guy parce qu'il n'a pas voulu m'arrêter tout de suite, il n'a pas osé. J'étais en tête provisoirement du championnat du monde, donc il était très content et voilà, regardez l'image. Coulthard et Hakkinen sont partis, mais Schumacher n'a pas bougé d'un millimètre. Vous avez vu de cette vision, on voit là-haut les feux qui clignotent, qui sont mis à clignoter instantanément et Schumacher les a peut-être vus avant Hakkinen, mais enfin, c'est toujours un peu la confusion. En tout cas, Jean-Louis, on vous écoute. Oui, Pierre et Jacques, je voulais simplement vous dire une chose. Il faut remarquer, si vous me dites que les 2 McLaren ont bougé, il faut remarquer que cette année, par 3 fois, il y a eu des faux départs et qu'elles n'ont pas pu prendre un bon deuxième départ. On parle effectivement d'un système de départ programmé sur les McLaren. On sait qu'il n'y a pas d'assistance électronique tout à fait autorisée, mais... Alors, vous pensez que c'est Ralf Schumacher qui aurait provoqué ce faux départ pour faire plaisir à son frère, pour que les McLaren n'aillent pas plus loin? C'est ça que vous voulez dire? En troisième ligne, c'est peut-être Williams. Enfin, toujours est-il que, effectivement, on se souvient qu'à Magny-Cours et à Montréal, les faux départs n'avaient pas souri au McLaren Mercedes. Alors on va voir ce qu'il en sera ici à Suzuka. Regardez Mika Häkkinen.
Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis. Pierre, alors je suis revenu dans le stand Prost Grand Prix où je vais assister au départ et on me dit que par le truchement de la radio, on a appris que c'était Jarno Trulli qui avait calé. Voilà, on dit que c'est beaucoup plus loin que la troisième ligne. Voilà pourquoi on a vu ce gros plan de Jarno Trulli tout à l'heure. Trulli qui pilote ici le mulet de l'écurie Prost Peugeot, une voiture classique AP01 qu'il n'avait piloté que vendredi lors des premiers essais. Ça marchait très bien. Voilà, puisque samedi, il avait consacré sa journée au développement du prototype AP01B, une voiture laboratoire un peu hybride qui est équipée du train arrière de la Prost AP02, la voiture de 99 avec une nouvelle boîte de vitesse et un nouveau moteur Peugeot. Malheureusement, on sait que Trulli a été victime d'une sortie de route ce matin aux derniers essais libres, au warm-up, et qu'il n'a donc pas pu aligner cette voiture en course. On revient sur les protagonistes de la course au titre mondial, Häkkinen et Schumacher. Alors Häkkinen, évidemment, il a son destin entre ses mains, Jacques. Il peut se contenter d'une deuxième place derrière Schumacher. En cas de victoire éventuelle du pilote allemand, il serait encore titré. Ce n'est pas le cas de Schumacher qui lui doit absolument compter sur Eddie Irvine, a priori son équipier, pour s'intercaler entre lui et son rival. En tout cas, c'est vrai que pour Häkkinen, c'est un peu moins difficile que pour Schumacher parce que avec les deux voitures, vous savez que les deux hommes ont dominé les essais d'une façon outrageuse, reléguant leur coéquipier à 1 et voire 2 secondes pour Irvine. Regardez, on part pour le tour de chauffe. Bon, ça part. Voilà, un nouveau tour de formation. Et Williams, attention, j'ai vu une Jordan à la hauteur d'une Williams. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se dépasser dans les tours de formation. Bien sûr, et donc vous avez pu voir qu'on avait remis les pneus dans les couvertures chauffantes parce qu'effectivement, quand on s'arrête comme ça, le gros embêtement pour les pneumatiques, c'est qu'ils refroidissent et qu'on a besoin d'une certaine température pour bien démarrer. Et vous avez vu que chacun avait remis les couvertures et vous allez voir les pilotes effectuer ce tour beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'ont fait dans la première parce que justement les pneus ne sont plus tout à fait à la même température et regardez, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure parce que tout le monde est conscient qu'il faut avoir des pneus très chauds pour démarrer. Voilà. Et pour garder la bonne température et la bonne pression. Parce que vous savez qu'en F1, 50 ou 100 grammes de moins ou de plus dans un pneumatique et la course, la performance de la voiture est vraiment altérée. On se souvient que ça avait pénalisé Häkkinen à Monza il y a 2 courses au Grand Prix d'Italie et Schumacher au Grand Prix du Luxembourg il y a un peu plus d'1 mois. Voilà, Schumacher, Häkkinen. On va repartir pour ce deuxième départ. Effectivement, ils ne traînent pas en chemin dans ce tour de formation. Les hommes de tête. Et puis on espère que les embrayages n'ont pas trop souffert. Mais il n'y a pas eu de départ. Il y a eu le signal du faux départ a été immédiat. Et personne n'est vraiment parti à 18 000 tours. Et Arnaud Trulli a vraiment dû caler avant la finale des 5 feux et que le directeur de course, heureusement, les commissaires ont été très prompts à lever les drapeaux et vous avez vu, ça s'est très très bien passé. Voilà, Schumacher qui a déjà pris la poudre d'escampette. Regardez. Il va vite parce qu'il les fait chauffer ces pneus, c'est important. Et Häkkinen ralentit. Regardez. Là, on joue peut-être déjà un peu au chat et à la souris parce qu'Hékkinen va se dire Schumacher, il va devoir attendre. Mais ça chauffe. On fait chauffer le moteur. La température du moteur qui va monter sur la grille. Pierre, ce sont des choses auxquelles on pense souvent quand on est dans la voiture. Tiens, il part très vite. Moi, je vais attendre qu'il chauffe bien. Voilà, c'est vrai. Et voilà, il y a un peu d'intox entre les deux hommes. On l'a vu déjà lors des qualifications. C'était un coup à toi, un coup à moi. Pendant tous les essais, Häkkinen se contentait d'aller vite dans les 2 premiers secteurs de la piste. Alors, et puis rentrer au stand. Pierre, ici, comme la piste est sale. À cette chicane, on a une très jolie vue ici de cette chicane. Voilà, Schumacher tout seul sur la grille. Oui, je disais tout à l'heure pour en finir, c'est que Häkkinen, il a une place très très confortable. Et est-ce qu'il va accepter d'être deuxième? Est-ce que ce sont des hommes, la performance les intéresse? Ils veulent se prouver l'un à l'autre que je suis plus rapide que toi, tu es plus rapide que moi. Donc, est-ce qu'il n'est pas capable, un peu comme il avait fait à Monza, de pas conserver sa deuxième place pour aller chercher Schumacher? Enfin là, il y a le titre en jeu, mais on ne sait jamais. C'est diable d'homme, regardez. Voilà, regardez, tout le monde à la queue, le en file indienne. Et puis au dernier moment, on s'écarte pour aller se mettre à droite. On veut prendre le moins possible de poussière. On va salir les pneus un petit peu en se mettant dans la partie moins utilisée de la piste. Attention, dans la caméra embarquée de la McLaren Mercedes de Mika Häkkinen, vous voyez ce qu'il attend. Et Schumacher à sa gauche. Le départ de ce Grand Prix du Japon de Formule 1 absolument décisif. Deuxième départ après l'incident. Et Schumacher qui lève la main. Fini. Décidément. C'est voulu. C'est pas possible. Regardez, il est tout malheureux. Et que se passe-t-il? Non, ils vont pas partir. Et voilà de nouveau les feux oranges qui s'allument et les mécaniciens qui partent sur la piste.
Alors Pierre, si mes souvenirs sont exacts, eh bien à chaque fois qu'il y a un tour de formation de plus, il y a un tour de moins à la course. Oui, logiquement, effectivement. Donc de 52, on devrait passer à 51 maintenant. Oui, à condition que la procédure de départ n'ait pas été complète et que les mécaniciens n'aient pas pu effectuer des ravitaillements. Voilà. Oui, voilà, on va voir s'ils ont refait les niveaux sur la grille. Et je pense que si les mécaniciens montent sur la grille, Jean-Louis, effectivement, ils refont les niveaux et on repart à zéro. On va vérifier. En tout cas, ça commence bien à Suzuka, il fait chaud. L'ambiance monte, 2 faux départs. Alors c'est rare. 2 départs, jamais 203, voilà. Oui, généralement les faux départs sont plutôt dus à des incidents ou des accidents, alors que là. Et ici, il semblerait que ce soit Schumacher. Oui, c'est Schumacher, c'est clair. On a vu le drapeau tout de suite. Signalé, bien sûr, il a même secoué la tête du dépit, quoi, en disant ça c'est stupide. Si vous pouviez avoir une info chez Ferrari, ce serait pas mal. On va y aller. Ouais. Alors voilà, tout le monde repart, de nouveau les couvertures chauffantes, bien sûr. Pour la température des pneumatiques. Et on va voir si les mécaniciens font les niveaux en carburant ou pas. Je pense pas. Regardez la petite. A priori non. A priori non. Je regarde un petit peu du centre de la grille, mais vers le haut comme vers le bas. Il faut lever l'arrière. Pas d'essence. Bon, écoutez, dans ce cas, on va partir tout court pour 51 tours au lieu de 53. Dans ce Grand Prix du Japon, ça fera à peu près 300 km au lieu de 310. Je vous propose tout de suite de profiter de ces incidents pour tourner une petite page de pub. Et puis on revient à Suzuka dans un instant pour le départ, le bon, on l'espère, de ce Grand Prix du Japon. À tout de suite. Retour à Suzuka avec une tension énorme sur la grille de départ de ce Grand Prix. Déjà 2 départs, 2 faux départs. Et une information très importante, c'est que les pilotes qui sont responsables du faux départ, Jarno Trulli la première fois, mais attention, Michael Schumacher, l'homme que vous avez en gros plan là sur votre écran, la seconde fois, eh bien ils vont en principe s'élancer depuis la dernière ligne de la grille de départ. Jean-Louis Moncet, vous êtes sur la grille, vous pouvez nous confirmer cette information? Eh oui, eh bien je vous la confirme en ayant vu plutôt de l'intérieur du stand Ferrari les mines extrêmement allongées de toute l'équipe, surtout quand vous l'avez signalé, Ross Brawn est allé le dire à Michael Schumacher. Alors, on va voir s'il y a une dérogation au système, mais à mon avis, je ne le crois pas. Et c'est donc un premier coup de théâtre avant l'heure. Ah ouais, là, le ciel lui tombe sur la tête à Michael Schumacher. La pole position aux essais, eh bien, elle va se transformer en une place en dernière ligne sur la grille de départ, aux côtés de Jarno Trulli. Vous imaginez la déception du pilote allemand et la rage. Regardez, voilà, tout le monde s'élance et Schumacher attend. Imperturbable. Quelle image, Pierre, terrible. Regardez. C'est pas bon. C'est pas sympa. C'est peut-être le titre mondial qui s'envole là. Ouais. Schumacher impuissant. Vous vous rendez compte le travail fourni par ce garçon et tout ça annulé en 2 secondes. Et il va partir dernier. C'est incroyable. Alors en tout cas, ça nous présage une course fantastique certainement de Michael Schumacher. Rien n'est perdu pour le pilote allemand, mais franchement, il va être déchaîné. C'est un coup du sort terrible, Pierre. Ouais, et là pour McLaren Mercedes, c'est un cadeau du ciel. Évidemment, il ne faut pas vendre la pole course. Il y a encore 51 tours de course, 300 km à peu près pour ce Grand Prix du Japon. Attention, mais Schumacher va avoir beaucoup de mal quand même à se frayer un chemin dans le trafic des concurrents moins rapides. Oui, mais enfin, tous les concurrents moins rapides savent qu'il y a un titre qui se joue, donc il va pouvoir dépasser sans aucun problème très très rapidement. Mais vous savez qu'ici, sur n'importe quel Grand Prix, partir dernier, c'est 10 secondes au premier tour. Bon, l'écart par rapport aux performances des voitures des essais est insurmontable pour Michael Schumacher, à moins d'un imprévu quelconque. Mais bon, est-ce qu'on va changer la stratégie de la course pour Michael? Un seul arrêt je sais pas. Ils vont essayer de trouver quelque chose. En tout cas, chez Ferrari, on doit réfléchir. Mais ça va être très difficile pour le pilote allemand. Mais il nous a déjà habitués à d'autres choses. Regardez Jean Todt dépité. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on se met à sa place. Vous vous rendez compte? Et on se demande ce qui est arrivé, Jean-Louis, pour que Schumacher soit contraint de lever le bras, parce qu'il connaît quand même le règlement, il se doutait que ça pouvait lui arriver. Oui, mais il a calé. Et il a tout simplement calé. Tout simplement, je crois que c'est une panne de régime moteur, si je puis dire, au moment où il a fallu lancer la machine. Alors le fait qu'Hakkinen l'ait laissé partir dans le tour de chauffe, on parlait de cette guerre des nerfs, eh bien ça a peut-être porté ses fruits. Oui, de rester un peu trop longtemps sur la grille avec le moteur en route. Vous savez, l'embrayage évidemment qui fonctionne, on est en première, on garde la première embrayée, donc on a le pied ou du moins la main sur l'embrayage. Et c'est très difficile et il a attendu peut-être un peu trop longtemps. Quel dommage en tout cas que ce duel au sommet soit malheureusement tronqué dès avant le départ de ce Grand Prix du Japon. Le départ, on espère qu'il va être donné pour de bon cette fois. Ici à Suzuka,
Au lieu de 53 tours prévus, eh bien, on devrait couvrir 51 tours, puisque chaque fois, eh bien, on enlève un tour pour chaque tour de formation, en principe. Et voilà, Häkkinen qui va se retrouver en pole position, puisque la Ferrari n'est plus là. Quel rebondissement, hein. Voilà, les deux McLaren Mercedes vont partir en tête comme à la parade. On va voir, parce qu'il y a encore Eddie Irvine qui peut essayer de tirer son épingle du jeu. Il va jouer son va-tout, Irvine. Il n'a rien à perdre. Regardez, il sait que Michael Schumacher est reparti dernier. Et il va tenter, autant que faire se peut, de semer le trouble dans la parade des flèches d'argent. Et oui, ça va être la seule chance de Schumacher. C'est un superbe départ pour Eddie Irvine. Se positionner devant les deux McLaren, ça va être très très difficile. Il en est capable. Il y a 10 ans, ici même en 1988, eh bien Ayrton Senna avait eu la même mésaventure. Il était parti en dernière ligne. Bravo Pierre. Il avait raté son départ, en tout cas. Il était parti très très loin et il avait quand même remporté la course. Et c'était son premier titre de champion du monde, Ayrton. Michael Schumacher en dernière position pour le départ de ce Grand Prix du Japon. Le pilote allemand avait signé la pole position aux essais. Malheureusement, eh bien, il a été la victime et en même temps le coupable d'un faux départ. Le règlement est formel. Dans ce cas, la voiture qui a calé sur la grille de repartir en queue de peloton. C'est le cas de Schumacher, mais aussi de Jarno Trulli. Deux faux départs déjà ici à Suzuka. Et maintenant, c'est parti pour de bon. Les feux s'éteignent. Et les concurrents s'élancent avec Häkkinen en tête. Ça y est, il s'est fait avoir. Irvine deuxième. Et Frentzen en troisième position. Alors, bon départ. Häkkinen, bon départ quand même. Schumacher c'est déjà à l'extérieur là-bas derrière. Regardez les deux Benetton qui se redoublent. Et c'est parti cette fois pour de bon. Et pour 51 tours de course. Häkkinen, Irvine. Et puis Frentzen devant Coulthard et l'autre Williams de Villeneuve. Un départ sans encombre cette fois. Et Häkkinen qui a la voie libre, dégagée. Il doit être soulagé. Regardez Coulthard ici derrière la Williams de Frentzen. Le pilote écossais a complètement manqué son envolée. Mais vous savez, il a voulu protéger son coéquipier. Vous avez vu, s'est rabattu tout de suite sur la droite. Donc se rabattre, c'est perdre déjà 10 mètres par rapport à la concurrence qui elle va tout droit. Voilà. Mais c'est une bonne intention. Et puis les Jordan qui sont là aussi, derrière les deux Williams, avec Ralf Schumacher de Deauville. Et puis les Benetton et le reste du peloton, avec Jean Alesi, Olivier Panis notamment. Alesi qui est 10e, mais Panis 11e. Voilà le virage de la Couillère, Spoon Curve, avec une accélération tout en glissade ici. Et on va un peu voir où se trouve Michael Schumacher. Il est déjà 13e, tenez-vous bien. Schumacher, au deuxième passage intermédiaire de ce circuit Suzuka, occupe déjà la 13e place. C'est absolument incroyable. Le pilote allemand déchaîné, parti en 21e position, a déjà dépassé pas moins de 8 concurrents sur 2 tiers d'un tour de ce circuit de Suzuka. Fin du premier tour avec Häkkinen qui déboule devant les stands. 1 seconde et demie d'avance sur Irvine. Frentzen 3e, Coulthard 4e, Villeneuve 5e, Demonil a pris un très bon départ. Il est 6e devant son équipier Ralf Schumacher. Regardez Michael, le grand frère, il est là 12e. Derrière Alesi et Panis. Oui, il va avoir un peu plus de mal pour doubler les voitures qui sont devant lui maintenant parce que ça va plus vite. Regardez le départ de Schumacher. On revoit son départ. Et regardez, il se faufile déjà. Incroyable, incroyable. Il a pris un départ fabuleux. Il a déjà doublé 6 concurrents avant le premier virage. Et voilà, là il va faire l'extérieur, on l'a pas vu, c'est dommage. Motivation exacerbée. Et alors c'est 9, enfin il est à peine à 10 secondes, 9 secondes 6 de retard sur... c'est rien du tout, un arrêt au stand, une mauvaise... Vous savez, bon, la course n'est pas finie pour Schumacher. Bien au contraire, on fait le culot, le talent de Michael Schumacher. Il a la possibilité de revenir et je suis sûr qu'il va revenir. Regardez, il va là, le voilà. Bien sûr. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on joue le championnat du monde, les pilotes savent ce que c'est, on va le laisser passer sans aucun problème. Pour pas perturber le déroulement de cette course formidable. Enfin, c'est vrai pour certains concurrents, peut-être pas tous. Je pense que Jean Alesi n'opposera effectivement aucune résistance à la voiture rouge. Il n'y en a aucun. Jean est le premier des tifosos. Oui. Dans le peloton, on a le respect de Michael Schumacher. Je vous le garantis, tous les pilotes. C'est évident. C'est le patron. Mais évidemment, quand il va tomber sur Coulthard ou sur son ami Frentzen, ce ne sera pas pareil. Oui, même Villeneuve. Évidemment. Voilà, Frentzen 3e, Coulthard 4e.
Il est plus vite. Il est plus vite. Bon, mais enfin, il a pris un. Mais ici, à tout cas, pour dépasser, il en faut un peu plus. Et puis Villeneuve, 5e, Desmonil, 6e, Ralf Schumacher, 7e. Et puis les deux Benetton. Regardez. Et Michael Schumacher ne doit pas être loin de la 10e place maintenant. On va vous dire ça. Voilà qui est fait. Il est 10e. Il a passé à 10e, il a 10 secondes 5. Il a perdu à peine 8 dixièmes dans ses dépassements. Voilà. 10e à 10 secondes après 2 tours. Schumacher va-t-il relancer ce Grand Prix du Japon? Ce serait évidemment absolument sensationnel. Et je pense que chez McLaren, on doit quand même surveiller les écarts. Bien sûr, une 42-2 pour Hakkinen, une 43-1 pour Michael Schumacher, 9 dixièmes d'écart, mais vous savez qu'il a doublé, les voitures a doublé. Ouais, parce que le meilleur tour, c'est Eddie Irvine, voilà. 41-8. Ça veut dire que la Ferrari est pas mal. Voilà. Et Irvine est revenu à 1 seconde de Hakkinen alors qu'il était à 1 seconde et demie au premier tour. Irvine va faire le maximum pour tenter évidemment de mettre la pression sur le pilote finlandais. Et nous, on va mettre la pression sur vous pour voir si vous êtes bien réveillés. Top position, tout de suite, première alerte. « 36-15 côté F1, le tiercé dans l'ordre à ce stade de la course pour gagner un kit photo ou des stages de pilotage. » Et chez Ferrari, regardez, Schumacher est en 9e position, ça y est. Il vient de doubler physique et là, on l'a vu à l'image il y a 2 secondes. Les calculs, il se rapproche de Wurz. Voilà, il est entre les deux Benetton, Michael Schumacher. Et je pense qu'effectivement, il va pouvoir passer Wurz comme il a passé Fisichella. Les Benetton avec les pneus Bridgestone sont franchement moins compétitifs. Regardez comme il est rapide là. Vous avez vu Est-ce qu'il est revenu sur Wurz? Freinage de la chicane. Et à l'accélération, pas facile quand même de doubler à la régulière. Il faut que Wurz mette un peu du sien. Regardez. Après, ce sera Ralf Schumacher, 7e. Qui va sans doute laisser passer son grand frère. Lui, il va pas passer là. Non, il passera pas là. Ouais, ça va devenir plus en plus difficile pour lui. Regardez dans l'enfilade DS. Pour passer, eh bien. Il l'a vu, Wurz, c'est un peu écarté, il l'a vu, mais il le fera pas passer là. Il va le gêner un peu là parce qu'il y a une seule trajectoire dans cette enfilade rapide. Michael Schumacher va bondir à la première occasion. Et voilà, c'est fait. Très sympa de la part d'Alexander Wurz. Devant, il y a Ralf Schumacher. Ça fume. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de fumée, effectivement, qui s'élevait de l'aileron arrière de la Jordan Honda de Ralf Schumacher. Peut-être un peu d'huile sur la visière de son grand frère. Eh oui, ça aussi. Ça peut jouer des tours parfois. Jordan Honda qui a un nouveau moteur qu'ils utilisent aussi pour la course. Oui, ils sont à domicile. Honda, eh bien, ils ont mis les petits plats dans les grands pour que les Jordan finissent la saison en beauté. On sait qu'ils sont en lutte pour la 3e place au championnat des constructeurs avec les Williams et les Benetton. Regardez comme ils font sur son frère. Ralf Schumacher 7e, Michael Schumacher 8e, toujours à peu près à 10 secondes des hommes de tête. Les voilà, Mika Hakkinen et Eddie Irvine. 1 seconde d'écart à peine entre la McLaren et la Ferrari en tête de la course. Et puis Frentzen et Coulthard, roue dans roue. Coulthard beaucoup plus rapide, mais impossibilité de doubler à la régulière à ce stade du Grand Prix. Voilà la chicane. Ensuite, nous avons Villeneuve 5e sur l'autre Williams. Desmonil 6e avec la Jordan Honda. Et puis pour la 7e place, on va voir qui déboule, si c'est Ralf ou si c'est Michael Schumacher. Les leaders sont dans leur 5e tour. Voilà, il est à 12 secondes maintenant. Ouais, il a perdu un peu de temps. Oui, mais c'est pas grand-chose. Tout à l'heure, voilà l'écart. Hakkinen Schumacher qui s'affiche dans le bas de votre écran. 12 secondes. Et entre Hakkinen et Irvine, il y a 1 seconde 2. Hakkinen est loin d'avoir course gagnée. Et Irvine, on sait qu'il apprécie ce tracé de Suzuka, un circuit qu'il connaît bien. Lui qui a longtemps couru au Japon dans le championnat de Formule 3000. Alors on ne sait pas, Pierre, quelles sont les stratégies employées par les équipes, que ce soit chez Ferrari ou chez McLaren, Mercedes. Vous savez que l'une est équipée en Goodyear, l'autre en Bridgestone. Alors peut-être chez Bridgestone, on pourrait peut-être tenter un seul arrêt. Ça paraît incroyable parce que la piste monte, descend, il y a des successions d'enchaînement, de courbes rapides. Et regardez. Michael Schumacher toujours entre les deux Jordan. Il n'est pas encore parvenu à revenir dans le sillage immédiat de la voiture de son frère, Ralf, devant lui. Ça y est, il est passé. La voiture jaune là-bas, je pense, à droite. Non, il est toujours derrière. Il est toujours derrière, il est là, entre les deux Jordan. Oui, c'est ça, voilà. Ah, c'est Desmonil, bien sûr, pardon, voilà. Vous avez raison.
Ralph, il est derrière et c'est Damon Hill maintenant. Oui, Damon Hill et Jacques Villeneuve qui sont en devant. bagarre. On a là une triplette de champions du monde. Alors est-ce que vu les performances de Eddie Irvine par rapport aux essais, est-ce qu'il ne ferait pas un arrêt supplémentaire? On a peut-être mis un peu moins d'essence sur la voiture d'Irvine pour venir troubler un peu la sérénité des McLaren. On ne sait pas, regardez, il est vraiment pas loin. Hein. Non, il n'est pas loin, effectivement. Il n'est pas loin de la troisième place. Voilà, l'écart augmenté entre Hakkinen. Hein. Ouais, regardez. Bien sûr, parce que... Ça y est. Voilà, est-ce que Damon Hill va lui faciliter la tâche? Non. Hein. Vous savez qu'entre Damon Hill et Michael Schumacher, on ne se fait pas de cadeau, généralement. Oui, mais enfin quand même. C'est le titre et... Ouais. On va voir ici, dans l'enfilade il n'y a aucune chance, peut-être à la fin, mais il faut qu'il y mette un peu du sien. Jacques Villeneuve devant. Quand on a un homme comme Schumacher derrière, on peut le laisser passer. Quand on sait qu'il veut être champion du monde, moi je serai à la place de Hill. En même temps, il n'a pas le droit à l'erreur. Oui, évidemment. Le moindre incident, c'est fini. Et c'est fini. Oui, il a un gros challenge sur les épaules, mais il adore ce genre de challenge et il est capable de s'en sortir très bien, vous verrez. C'est dans l'adversité, c'est dans cette situation. Il adore cette situation. Terrible que les plus grands champions. Regardez, il ne l'a pas laissé passer. Que les plus grands champions s'expriment le mieux. La colère peut être bonne conseillère. Oui. Pas coutume. La colère en voiture, ça c'est toujours bon. C'est la rage. C'est même plus de la colère. Alors, Villeneuve, Hill, Schumacher. Enfin, il a deux protagonistes avec lesquels il s'est battu pour le championnat du monde. Tous les deux ont eu un accrochage avec lui. Vous vous souvenez l'année dernière à Jerez et le Damon Hill, lui, c'était à Adélaïde. En 94. Alors moi, je dis attends mon pote, mais quand même, ce sont des sportifs. Hein. Écoutez, on a Michael Schumacher, champion du monde 95. Regardez. Damon Hill, champion du monde 96. Et Jacques Villeneuve, champion du monde 97. Belle brochette devant vous. Pas mal. Et regardez. Et comme Hill et Villeneuve sont en bagarre eux-mêmes, alors Hill estime qu'il n'a pas de raison de faire le moindre cadeau à Michael. Et il n'en fait pas, parce que là, il aurait peut-être pu un petit peu lui passer. Peut-être là, ça y est, c'est bon là. Il va peut-être passer. Non, je crois pas. Il va essayer, moi je vous le dis. De pointe, il est un peu mieux. Je vous le dis, regardez. Mais Damon. Ouais. Non, ça passe pas, il n'y a pas de vrai freinage là-bas. Il a un challenge difficile, la moindre erreur, et le titre est perdu, s'envole. Donc, et là, je peux vous dire que c'est des poignées de secondes qui s'envolent. Il pointe maintenant à 15 secondes de retard sur Hakkinen. Hakkinen qui a maintenant un petit peu de marge. Il a 2 secondes d'avantage sur Irvine en deuxième position. Frenzen, troisième sur la Williams, est à 12 secondes. C'est-à-dire qu'il est juste devant. Quel dommage que Damon Hill ne laisse pas passer Michael Schumacher. Bon, pour l'intérêt de la course, pour le championnat aussi, ça serait très important. Mais c'est vrai qu'il est en bagarre, Damon Hill, pour la 5e place avec Villeneuve. Et puis qu'il n'y a pas un gros écart de performance entre la Jordan et la Ferrari. Oui, quand même. Il va y aller. Quand même. Tôt ou tard, il va y aller. Il attend les drapeaux bleus, peut-être. Oh là là, regardez, il est à l'attaque. Il fait celui qui est en bagarre avec Jacques. Et donc, il est en bagarre. Oui, bien sûr. Pas de raison de s'écarter. Chacun fait sa course. Regardez, il va doubler Damon. Ah oui, il attaque. Il va doubler. Donc effectivement. Léger travers. Peut-être une autre. Non, c'est les enfilades. Dans ce virage, c'est impossible. En tout cas, la tension est à son comble. Et dans les centres, ça ne doit pas être triste non plus, Jean-Louis Moncet, parce qu'on doit être en train d'imaginer des stratégies chez Ferrari, notamment pour permettre à Irvine peut-être de rester devant Hakkinen ou de passer devant lors des ravitaillements, pour un peu le contraindre à ralentir et permettre un éventuel retour de Michael Schumacher. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. C'est ce qui est en train de se préparer là, il est entre Jean Todt et Ross Brawn. Vous savez que ce sont les deux experts du Grand Prix de Hongrie qui ont improvisé un 3e ravitaillement. Mais ce qui est sûr également, c'est que dans tous les stands, on a le regard fixé comme vous sur la télévision pour voir Schumacher. Bien évidemment, la remontée de Schumacher. Regardez Eddie Jordan ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, Damon Hill est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Mais Jean Todt, lui, ça le démange. Il irait bien jusqu'au stand Jordan en courant pour leur dire laissez passer. 16 secondes d'écart, hein, Pierre. C'est un moment difficile pour Schumacher. C'est vrai que c'est délicat, mais quand même, on pourrait penser que Damon Hill pourrait mettre un peu du sien pour laisser passer Michael Schumacher. Vous savez, il y a un lourd contentieux entre eux. 7 tours couverts dans ce Grand Prix du Japon de Formule 1. Hakkinen en tête devant Eddie Irvine. Et puis un peloton groupé, une quinzaine de secondes derrière les deux hommes de tête, avec Frenzen, David Coulthard, qui sont un petit peu devant
ce groupe que vous avez à l'image. Jacques Villeneuve et Demonil en pleine bagarre pour la 5e place. Et puis Michael Schumacher qui trépigne d'impatience sur sa Ferrari dans une remontée absolument fabuleuse après son départ depuis la dernière place sur la grille de départ pour avoir provoqué un faux départ. Le problème, Jacques Lafitte, c'est de trouver l'ouverture. On a l'impression que Schumacher, pour l'instant, eh bien, il prend patience. Et oui, il faut qu'il trouve l'opportunité. Il est en train de réfléchir où est-ce qu'il peut passer, parce que là, il a fait quelques tours derrière. Il s'aperçoit que à l'accélération ici, on pourrait penser, mais que la Jordan Honda est une voiture rapide en ligne droite. Elle est aspirée par la voiture de Villeneuve devant, donc elle est pour ainsi dire impossible à doubler en vitesse de pointe, comme ça pourrait pu être le cas s'il était tout seul. Et pendant ce temps, en tête du Grand Prix, en caméra embarquée avec Mika Hakkinen. C'est beau, hein, regardez. Il a à peu près 1 seconde 7 d'avance sur Eddie Irvine. L'écart est à peu près stable entre le Finlandais en tête, leader du championnat du monde, et l'Irlandais de Ferrari en 2e position. Et Schumacher toujours pris au piège. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, effectivement, tout le monde surveille donc cette bagarre, mais il faut rappeler quand même que Jordan et Williams sont en bagarre, eux, pour des places à prendre dans le titre mondial des constructeurs. Je vous rappelle le classement, Williams 35 points, Benetton 33 et Jordan 31 points. Donc tout est important aussi, voilà ce qui explique la situation. Ouais, l'âpreté de la lutte entre Villeneuve et Demonil. Et ces jeunes gens sont dans les points, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils occupent des places qui attribuent des points à l'arrivée de la course, 5e et 6e en l'occurrence, des points qui valent leur pesant d'or pour les écuries, parce qu'il y a quelques millions de dollars d'écart, je peux vous dire, en fonction de votre position finale au classement du championnat des constructeurs. Et ceci explique cela, vous avez raison de le souligner, Jean-Louis. En tout cas, Schumacher est en train d'observer devant lui cette voiture jaune, la Jordan Honda, et il se demande où est-ce qu'on va pouvoir bien passer. Moi, je me le demande aussi, Pierre. Je ne vois pas l'opportunité, vu la vitesse de pointe de la Jordan Honda, pour Michael Schumacher de dépasser sans une petite faute ou un problème sur la voiture de Jordan. Et pendant ce temps, Mika Hakkinen signe le meilleur tour en course, 1:41.2. Il relègue maintenant Irvine à 2 secondes. Frenzen et Coulthard ici en bas de l'image sont à 18 secondes. Et puis Villeneuve, Hill et les 2 Schumacher à 20 secondes. Alors que nous avons bouclé 9 tours sur les 51 que va comporter ce Grand Prix du Japon. Alors pour Schumacher, eh bien c'est un peu le casse-tête chinois. On va voir comment il va s'en sortir après une petite pause dans ce Grand Prix. A tout de suite, reste avec nous. Retour à Suzuka dans ce passionnant Grand Prix du Japon Formule 1. Décisif évidemment pour l'attribution du titre mondial 1998 des conducteurs. Pour l'instant, l'avantage est à Mika Hakkinen ici à l'image au volant de la McLaren Mercedes en tête du Grand Prix. Nous sommes dans le 12e des 51 tours de la course. Hakkinen a maintenant 3 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Eddie Irvine en 2e position. Et vous le voyez, 25 secondes d'avance sur Michael Schumacher, toujours bloqué à la 7e place. Jacques Lafitte, stratégiquement, il va falloir prendre une décision chez Ferrari. Oui, je pense qu'on va arrêter Schumacher un peu plus tôt que prévu, parce que là, il est en train de perdre 1 seconde et demie et de voir 2 secondes au tour, ce qui est énorme. 25 secondes, c'est presque irrattrapable maintenant à armes égales, parce que les 2 voitures, les 2 pilotes sont très rapides ici. Alors, est-ce que Jean Todt et Ross Brawn vont prendre la décision d'arrêter un peu avant le 16e ou 17e tour la Ferrari, suivant la stratégie qu'on a employée, remettre un peu plus d'essence et faire un 2e relais un peu plus long? Mais je sais pas, moi je pense que c'est ce qu'ils vont faire, parce qu'on ne pouvait pas l'arrêter à 9 tours, à 10 tours, mais là vraisemblablement on va l'arrêter. Ouais, et puis chez McLaren Mercedes, on peut encore aussi prendre l'option d'adapter la stratégie en la copiant sur celle de Schumacher. Évidemment, il y a Irvine en 2e position qui peut toujours éventuellement inquiéter Hakkinen en tête. Pour l'instant, il a tendance à perdre un peu Schumacher, le contact. Schumacher, il lui faut les 10 points de la victoire pour être sûr d'être champion du monde. Et après la 2e place, on marque très peu de points pour faire la différence. Je veux dire, faire les 4 points, c'est pour ainsi dire impossible après la 4e place, puisqu'on marque 3 et 2-1. Voilà. Hakkinen, il s'envole. 3 secondes 7 maintenant d'avance sur Irvine. Ouais, il est là, Irvine, en tout cas. C'est dommage. On peut penser que la Ferrari aurait été formidablement compétitive face à Mika Hakkinen aujourd'hui. Le duel tronqué, c'est un peu dommage. Mais c'est pas fini. Non. Jean-Louis, dans les stands chez Ferrari, on doit calculer ferme. Alors écoutez, dans l'instant chez Ferrari, on n'y est pas parce que la porte est extrêmement close. Ils sont en train
je crois, de résoudre le problème, enfin d'essayer de le résoudre plutôt, et ça va être très difficile, mais dans 5 tours à peu près, je serai rentré dans le stand de la Scuderia, alors on verra, je vous en dirai plus. Bien sûr, et puis en plus Pierre et Jean-Luc, vous savez que les pneus Goodyear ici sont très compétitifs et on a dû employer des pneus assez tendres et j'ai entendu dire dans les paddocks que les pneus au bout de 12 tours, 13 tours perdaient un peu de leur efficacité, mais qu'on prenait le risque de faire 4-5 tours avec une voiture un peu moins performante parce que le gain pour les 10 premiers tours était beaucoup plus important que la perte de ces 3-4 tours. Donc petite angoisse quand même, donc il est très difficile peut-être avec les pneus Goodyear aujourd'hui de faire plus de 20 tours. Je veux dire, ce qu'on demanderait à Schumacher s'il s'arrêtait maintenant, c'est ce qu'on lui demanderait à l'écurie pour pouvoir ravitailler avant la fin de la course, même si celle-ci est amputée de 2 tours, ce qui peut être un petit avantage pour Schumacher finalement. Ouais, en tout cas pour le moment, le gros inconvénient c'est Damon Hill pour lui. On doit intégrer tout ça dans les calculs en tout cas chez Ferrari actuellement. Bagarre pour la 3e place ici entre Frentzen et Coulthard qui disparaissent à droite de l'écran, et puis Villeneuve, Hill et les 2 frères Schumacher, Michael devant Ralph. Michael qui est pris au piège. Ouais. Il s'est piégé presque tout seul. Oui, bien sûr, avec le faux départ malheureusement. Alors comment ça se passe, Jacques Lafitte, au départ? Maintenant les Formule 1 n'ont plus d'embrayage, un embrayage manuel dit-on. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces faux départs, le fait de caler le moteur en arrivant sur la grille dans un moment aussi important? Peut-être tout simplement la tension, la pression sur la tête. Et les pilotes, on a eu une mauvaise nuit, on dort peut-être pas très bien, et puis il y a cet enjeu incroyable, le titre. Et alors effectivement on peut avoir la main, parce que l'embrayage est à la main chez Ferrari, et peut-être qu'on a laissé la main un peu partir un peu trop tôt. Vous savez, on essaye de démarrer le mieux possible, donc on ne peut pas lâcher l'embrayage même manuel d'un seul coup comme ça. Il faut vraiment l'approcher pour qu'il colle, et là on lâche tout, et si on le fait un peu avant, que le moteur n'est pas dans les tours, on cale. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à démarrer automatiquement. Un brin de nervosité. Oui. Peut-être aussi peut-on expliquer, Jacques, l'incident de Schumacher du fait que l'embrayage avait peut-être déjà souffert lors du premier départ, même si à l'époque, souvenez-vous, la Ferrari n'avait quasiment pas bougé. Absolument, elle avait... oui. Non, mais je crois que c'est plus dû à la nervosité, ou peut-être un petit ennui mécanique sur la Ferrari. On a vu les mécaniciens s'activer pour refroidir un peu toute la voiture en mettant énormément de glace dans les radiateurs. 29 secondes d'écart, c'est énorme. Quasiment. C'est énorme. On a vu déjà dans les stands se préparer chez Benetton pour un ravitaillement. Chez McLaren aussi peut-être. Oui. Jean-Louis va être prêt à nous commenter tout ça. En attendant, je vous propose de jouer avec nous au top position pour la seconde fois. Bon. Vous avez vu, on rentre au 15e tour. Et oui, Eddie Irvine va être le premier à s'arrêter, semble-t-il. En tout cas, on a passé la flèche au pilote irlandais. Il y a Damon Hill également qui rentre. Voilà une bonne nouvelle pour Michael Schumacher. Mais dans tous les stands, évidemment, on va essayer de tirer profit des stratégies et des arrêts, parce que les écarts sont très faibles. Vous l'avez vu, le peloton se tient. Oh là, Ralph Schumacher, moteur cassé pour la Jordan Honda de Ralph Schumacher, moteur en flamme même. Et donc pour Jordan, c'est d'autant plus important de sauvegarder Damon Hill, parce qu'il y a des points au championnat. Vous vous souvenez, Pierre, de cette petite fumée qui s'échappait de la voiture de Ralph Schumacher dans le tour quand on a vu Michael Schumacher le dépasser. Voilà. C'est Wurz qui a également anticipé le premier arrêt chez Benetton. Wurz qui occupait la 8e place. Il y a une dizaine de secondes du groupe de chasse. Regardez la fumée que a déclenché l'explosion du moteur de la Jordan de Ralph Schumacher devant les stands. C'est assez impressionnant, Jean-Louis. Oui, on se prépare chez Ferrari. Voilà l'information que je voulais vous donner. Et pendant ce temps, on voit l'image au ralenti. Belle explosion. L'explosion du moteur Honda Harakiri à domicile. Ah oui. Pour le V10 Mugen de la Jordan. Et chez Ferrari, on est prêt. Effectivement, regardez, les mécaniciens s'échauffent comme des joueurs de football. C'est pour Eddie Irvine, en effet. Irvine qui occupe la deuxième place à 4 secondes 6 de Mika Hakkinen, le leader, alors que nous avons bouclé 15 tours dans ce Grand Prix. Effectivement, c'est chez Eddie Irvine qu'il faut... Voilà, il arrive. Jean-Louis Moncey, je ne sais pas si vous êtes... Oui, absolument. Je suis arrivé, c'est un ravitaillement normal, les roues volent. Et une information pour vous qui a son importance, les pneus ne sont pas trop usés. Tant mieux. Il y a des stries.
Encore. Pas mal. 7 secondes 7. Pas beaucoup d'essence chez Irvine. Ça veut dire certainement un deuxième arrêt. Ah oui, ça c'est sûr, Pierre. Mais alors à quel stade du Grand Prix? Eh bien c'est là que tout peut se jouer. On va voir comment McLaren va réagir par rapport à Ferrari, puisque ça y est, voilà, Michael Coulthard qui attaque Frentzen. Michael Schumacher a aussi doublé, est en 5e position. Il a doublé. Il a doublé personne. Si, il a doublé Jacques Villeneuve. Ouais, exact, c'est vrai. C'est vrai, il a doublé Villeneuve, il est loin Villeneuve. Oui, il est pas rentré au stand, c'est vrai. Il allait vite. Là, c'est Fisichella, l'autre Benetton, qui rentre au stand à son tour. Fisichella à la 7e place, devant Alesi. Et effectivement, ça met maintenant Michael Schumacher en 5e position dans les roues de David Coulthard, qui a perdu un peu de temps tout à l'heure en attaquant Frentzen. Et puis Coulthard, regardez, il va peut-être un peu lever le pied, gêner un petit peu Schumacher. Ouais, non, je pense pas. On revoit au ralenti sans doute le dépassement de Schumacher sur Villeneuve. Regardez. Voilà, Villeneuve c'est un peu loupé à l'extérieur. Et fallait le faire. Bien joué. Belle manœuvre. Villeneuve un petit peu en travers à l'accélération, à la sortie de l'épingle. Alors maintenant c'est une McLaren devant lui, mais c'est pas la bonne. Oui, et puis je pense qu'on va l'arrêter. Regardez les positions après 15 tours. Hakkinen, Irvine, Frentzen, Coulthard, Michael Schumacher, Jacques Villeneuve. Il va s'arrêter. L'écart avec Irvine, là c'est une arrose au ralenti. Mika Salo qui abandonne et il a vu qu'il y avait du monde. Il s'est mis dans le gazon tout de suite. Alors on n'a pas parlé aussi, déjà je pense que Michael Schumacher va s'arrêter maintenant. Voilà. Il a vu que face à Coulthard, eh bien, il avait aucune chance. Et il y va. Michael Schumacher chez Ferrari. Attention, avec des pneus absolument neufs, prêts bien entendu pour être mis sur la voiture. Donc des pneus parodés et surtout regardez bien le chronomètre pour les litres d'essence. Voilà Schum. Ravitaillement sans problème. Les pneus comme ceux d'Irvine, pas très usés. C'est important. Et il repart. 6 secondes 8. Donc ça fait peu d'essence. 6 secondes 8, il y a du record dans l'air. Il y a très peu d'essence. Il arrache une protection de visière, Michael Schumacher. Et il repart. Et vous avez vu que pendant les séances d'essai, vendredi et samedi, chaque fois que Michael Schumacher s'arrêtait dans son stand, il faisait une simulation d'arrêt pour refaire changement de pneus. Ça a été le cas. Tous les arrêts de Michael Schumacher au stand pendant le week-end, on a préparé ses ravitaillements après ce qui s'était passé au Nürburgring où pour un dixième, il avait perdu la tête de la course. Et puis il attaque beaucoup toujours dans la piste de décélération en rentrant en stand, Michael Schumacher. Là, il est reparti devant Damon Hill, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, il y a un autre paramètre aussi ici, Pierre, c'est la consommation d'essence qui est un peu plus importante. On est 51% à peu près d'accélérateur de pleine charge sur le moteur tout au long de ces 5 km 800 et on consomme pas mal d'essence ici, ça monte, ça descend, il y a ces virages, ces longs virages où l'accélérateur un peu levé mais ça consomme beaucoup et on sait que une des particularités du moteur McLaren de la Mercedes c'est d'être assez peu sobre et très sobre, donc il y a peut-être un petit avantage ici pour les ravitaillements et en tout cas pour les arrêts au stand. Et puis de toute façon ça fait du poids en moins si on embarque un peu moins d'essence, évidemment. Là c'était Nakano, le japonais qui est reparti au volant de la Minardi, mais on suit la bagarre pour la 3e place entre Frentzen et Coulthard. Et c'est très chaud, mais l'écossais est bloqué derrière le pilote allemand depuis le début de la course. Il a raté son départ, Coulthard, et il le paye cash. Voilà, et Irvine vient de réaliser le meilleur temps, 1:41.095 avec ses pneus neufs évidemment. Voilà, Irvine qui pointe maintenant à 22 secondes de Hakkinen. Mais c'est peut-être bien joué de la part de Ferrari, parce que quand Hakkinen va s'arrêter, il peut éventuellement mettre moins d'essence et s'arrêter pas trop longtemps. Mais c'était la seule chance de permettre à Irvine de passer devant Hakkinen, c'était d'anticiper le premier ravitaillement, ce qu'on n'a pas hésité à faire du côté de la Scuderia, où évidemment on joue très gros et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Avec Michael Schumacher maintenant en 6e position. À 50 secondes. Ouais, 50 secondes, mais il s'est déjà arrêté pour ravitailler. Ouais. Donc à la régulière, disons qu'il y a une trentaine de secondes d'écart toujours entre Hakkinen et Michael Schumacher. Une autre information, Pierre Ignazio Lunetta, le chef d'exploitation de Michael Schumacher, est descendu de la passerelle de commandement pour voir les pneus de Michael et aussitôt il a parlé à son pilote par le truchement de la radio pour lui dire quel en était l'état exactement. On sait d'ailleurs que Schumacher a des pneus neufs en réserve parce qu'il n'a pas passé tous ses 4 trains lors des qualifications hier. Voilà Mika Hakkinen, le leader dans les stands. Attention, un ravitaillement très important évidemment chez McLaren Mercedes. Alors, beaucoup d'essence ou pas? Vraisemblablement une stratégie à 2 arrêts. Nous sommes au 18e tour. Regardez Eddie Irvine
Il déboule et Hakkinen va repartir devant, je pense. Oui, voilà. Irvine est là-bas au fond. Hakkinen repart devant, mais avec son élan, Irvine va revenir pas très loin du leader de la course, peut-être 2 ou 3 secondes. Ce qui veut dire comme indication, Pierre, qu'il faut au moins avoir 20 secondes d'avance pour repartir devant. C'était le cas de Mika Hakkinen par rapport à Irvine. Il est reparti en tête. Il avait un peu plus de 20 secondes d'avance. 22 secondes, voilà. C'est suffisant. Voilà. Ça donnera une petite indication si on voyait revenir. Attention, il y a Frenzen, Villeneuve. Frenzen est toujours en piste, en 3e position, en bagarre avec David Coulthard. Record du tour pour Michael Schumacher, 1:40,279. Oui, Irvine venait de faire 1:41,00 et Schumacher en pneu neuf, 1:40,2. Schumacher qui a la voie libre maintenant puisque Villeneuve s'est arrêté. En tout cas, on va vous donner les écarts des tours entre Schumacher et Mika Hakkinen pour voir si celui-ci est capable de remonter l'handicap. Un peu de trafic pour Hakkinen avec la Minardi de Nakano devant lui. Et Irvine va essayer d'en profiter pour opérer la jonction. En tout cas, il a repris 2 secondes et demie dans ce tour-là à Hakkinen, avec l'arrêt. On va voir maintenant quel va être l'écart. Ouais, il est à 3 secondes à peu près. Oui, Irvine 3 secondes et Schumacher va à 27 secondes. 27 ou 28 secondes, ce qui est pas mal. Ouais, mais s'il continue à attaquer comme ça. Ah oui, c'est ce qu'il faut. On va vous tenir au courant. Voilà, Hakkinen a passé Nakano. Mais il a quand même perdu quelques dixièmes dans l'aventure. Il va même en arriver au 19e passage. Pour Hakkinen, c'est assez confortable parce que Schumacher, il faut qu'il revienne évidemment sur Hakkinen, mais il faut aussi qu'il soit devant. Donc c'est pas facile, comme on l'a vu depuis le début de la course, pour Schumacher de dépasser ici. Ça sera pas plus facile pour dépasser Mika Hakkinen, pour être le vainqueur de cette course et pour avoir la possibilité de remporter ce titre. Auquel cas, Hakkinen peut encore se contenter de la deuxième place. Bien sûr, oui. Il est sur du velours. Il est sur du velours, en tout cas pour le moment. Frenzen au stand, il était 3e. Avec l'autre Williams Mecachrome. Les Williams qui vont tenter de conserver leur 3e rang au championnat des constructeurs. Il a perdu des plumes, Frenzen, 9 secondes et demie. C'est beaucoup. Un arrêt assez long. Alors peut-être qu'on a embarqué un peu plus d'essence, mais j'ai plutôt l'impression que ces mécaniciens, comme d'habitude, c'est pas très rapide. Un petit peu mélangé les pinceaux. En tout cas, nouveau record du tour, Pierre, pour Michael Schumacher, 1:40,190. Il est maintenant à 28 secondes et 7 dixièmes de Mika Hakkinen et on va vous tenir au courant. Il est dans le trafic. Là, c'est Alesi qui repart après son arrêt. C'est 7 secondes 8 chez Sauber, pas mal. Alesi qui était 6e. Oui. Il aimerait bien finir la saison en beauté, notre Jeannot national. Mais la Sauber Petronas sur un tracé aussi exigeant que Suzuka a un petit peu de mal de se hisser au niveau des meilleurs. Panis est 12e, Trulli 13e. Ouais. Et là, regardez, c'est Hakkinen qui klaxonne un peu derrière la Prost. Ici, c'est Luca Di Montezemolo, le président de Ferrari Automobili. Et du côté de chez McLaren Mercedes, eh bien, il y a également Jürgen Hubert, un membre du directoire de Mercedes-Benz. On vous parlait des enjeux économiques, de prestige. Oh là, monsieur Takagi. Non, ça s'est bien passé. Ouais. Irvine a passé la Tyrrell. Il a perdu un petit peu de temps aussi. On va voir. Hakkinen. 20e tour dans ce Grand Prix du Japon. Mika Hakkinen toujours en tête sur la McLaren Mercedes avec 4 secondes d'avance sur Eddie Irvine en 2e position ici avec la Ferrari. David Coulthard sur l'autre McLaren Mercedes occupe la 3e place à 20 secondes. Frenzen 4e sur la Williams à 21 secondes. Michael Schumacher 5e au volant de l'autre Ferrari à 28 secondes du leader. Michael Schumacher qui attaque tant et plus, qui essaye de combler son retard. Michael Schumacher, il est en 4e position maintenant, Pierre, et il tourne en 1:45 et Hakkinen en 1:42,4. Ça veut dire presque, 2 secondes d'écart, c'est énorme. Il a 26 secondes d'écart, il reste 31 tours à parcourir. Si ça continue comme ça, il va vite être dans les fesses de Hakkinen, enfin vite, en fin de Grand Prix en tout cas, mais en sachant bien que Hakkinen étant leader de la course, leader du championnat, je ne pense pas qu'Hakkinen va prendre aucun risque pour distancer ses rivaux. Il faut nuancer tout ça parce qu'Hakkinen a quand même perdu du temps dans le trafic lors des 2 derniers tours, et ça explique ses chronos un peu moins rapides. En tout cas, Michael Schumacher est déchaîné. C'est vrai qu'il a pris la 4e place maintenant en profitant du ravitaillement de Frenzen. Et voilà, 21e au départ, Michael Schumacher, 4e après 20 tours de course. Alors qu'est-ce que ce sera au 40e tour? Et puis au moment du drapeau à damier, un peu plus tard, suspense. Oui, on pourrait parler de la fiabilité des 2 équipes.
Ferrari a connu une saison formidable. Schumacher n'a eu qu'un ennui mécanique, c'était en Australie. Où il avait, premier Grand Prix, il avait cassé son moteur peu de tours après le départ, alors que Häkkinen a eu beaucoup de problèmes avec sa voiture, le problème de boîte de vitesse, de frein, de moteur. Et regardez là, on prépare un arrêt pour Coulthard qui ne s'était pas encore arrêté. Ça veut dire que Coulthard a fait 21 tours. 22 tours maintenant. Alors Coulthard, il a combien? Il va repartir derrière Schumacher. Hein. Oui, tout à fait. Ça va faire une place de gagné encore pour Michael Schumacher. Et peut-être même derrière Frentzen. Sûrement. Ouais. Et ils ont rallongé le premier relais de David Coulthard chez McLaren Mercedes. On se demande pourquoi. Peut-être pour n'en faire qu'un seul, on va être fixé. Non. À peu près 8 secondes. Alors regardez, il va se retrouver en 5e position, le petit Coulthard. Il a perdu beaucoup de temps en début de course derrière Frentzen. Ouais. Alors Michael Schumacher attaque, mais Mika Häkkinen a haussé le ton également. Il vient de tourner en 1:41 179. Et alors que Schumacher, lui, s'est loupé à la chicane. Oui, il attaque. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Tirer tout droit à la chicane. Franchement, il n'a pas d'autre choix, Michael. Il est obligé d'attaquer comme un fondu. Il a perdu quelques dixièmes seulement. Il est tourné en 1:41 9. Pourvu qu'il n'ait pas abîmé sa voiture. Alors vous savez qu'elle est solide, la voiture. Vous vous souvenez du Grand Prix d'Autriche? Elle était beaucoup plus impressionnante que cela. Mais enfin, effectivement, ça peut arriver. Bah oui, ça va lui arriver, il n'a pas d'autre choix. Hein. Non, pas d'alternative pour Michael Schumacher qui attaque toujours, tenter plus. Il est maintenant 4e de ce Grand Prix du Japon, à 27 secondes du leader Häkkinen. Il va être 3e maintenant. Oui, évidemment, le ravitaillement de Coulthard va lui permettre de prendre la 3e place de Ferrari maintenant, entre les deux McLaren Mercedes. Et rien n'est joué, même si, pour l'instant, bien sûr, tout roule pour Mika Häkkinen. Vous parliez de la fiabilité des McLaren Mercedes, Jacques, par rapport au Ferrari. On souhaite évidemment pas de mal à Mika, mais l'inquiétude, elle est plutôt du côté de McLaren Mercedes en ce qui concerne la fiabilité. Oui, c'est sûr, si ce n'est que avec l'avantage que possède maintenant Mika Häkkinen et la confortable place de leader, il peut voir venir, c'est-à-dire peut-être moins tirer sur ses freins, sur son moteur et sur sa boîte de vitesse, se contenter d'une cadence un peu plus légère, un peu moins rapide qu'il n'aurait dû faire s'il a eu Irvine ou Schumacher dans ses fesses. Il vous écoute pas. Pas du tout. 49. Il vient de tourner en 1:40.9. C'est son meilleur temps. C'est le meilleur temps pour Mika Häkkinen. Voilà, il a donné la réponse. Et ce faisant, il a creusé l'écart sur Michael Schumacher qui est remonté à 28 secondes 2. Vous le voyez. Alors évidemment, dans la situation actuelle, s'il arrivait quoi que ce soit à Mika Häkkinen, Irvine étant en 2e position, vous pensez bien que la première place échouerait évidemment à Michael Schumacher, qui lui permettrait de remporter une victoire et le titre. Rien n'est fini. Et vous savez qu'il a besoin de Eddie Irvine, Michael Schumacher, pour décrocher ce titre. Et donc il ne faut pas qu'Irvine perde trop de temps non plus en laissant passer son chef de file, parce que si le moindre incident ralentissait la McLaren de tête, celle de Mika Häkkinen, Irvine devrait pouvoir en profiter. Le voici. Et Irvine, il pointe à 6 secondes à peu près. Il est là, mais pas assez rapide vraiment pour mettre la pression sur le Finlandais. Voilà où nous en sommes dans ce Grand Prix du Japon. Je vous propose de tourner une nouvelle petite page de pub et on revient pour y voir plus clair avant les seconds ravitaillements. Dans le 25e tour de ce Grand Prix du Japon de Formule 1, nous approchons de la mi-course et la situation est pour le moins limpide, avec un Grand Prix malheureusement décapité par le départ manqué de Michael Schumacher, ou le faux départ plutôt provoqué par le pilote allemand qui avait calé, et malheureusement il a dû s'élancer depuis la dernière ligne de la grille de départ. Et ce faisant, effectivement, il a un petit peu décapité l'intérêt de cette course, même si, bien entendu, tout peut encore rebondir. Pour l'instant, Mika Häkkinen occupe la tête du Grand Prix sur la McLaren Mercedes. Eddie Irvine est 2e à 5 secondes 7. 3e, Michael Schumacher, qui est bien revenu, évidemment, du diable Vauvert. Là, vous le voyez, il est un peu dans le trafic pour l'instant. Michael Schumacher, qui est à 27 secondes de Häkkinen. Coulthard occupe la 4e place. Et puis, on pointe Frentzen 5e, Demonil 6e. Jacques Villeneuve 7e, Fisichella 8e, Wurz 9e, Jean Alesi 10e, Olivier Panis, excellente 11e place sur la Prost Peugeot, devant Johnny Herbert. Jarno Trulli est 13e, et puis on pointe les deux Japonais, Takagi et Nakano, en bagarre pour la 14e place. Vous les avez vus à l'image ici avec Michael Schumacher. Cela explique pourquoi Schumacher avait tellement de mal à les dépasser, Takagi et Nakano. C'est qu'il y a une petite lutte de prestige entre les deux pilotes japonais de la Formule 1 et qu'ils sont en bagarre, même s'ils sont à un tour des leaders.
Et regardez ce freinage appuyé encore de Michael Schumacher à la chicane avec un blocage de roue. Et oui, il tente le tout pour le tout. 27 secondes de retard, puis rien n'est perdu encore. C'est pas facile, mais on sait jamais. On a vu souvent la McLaren Mercedes en fin de course avoir des problèmes de frein, de boîte de vitesse. Alors pourquoi pas aussi aujourd'hui? Là, on a la comparaison des chronos entre Hakkinen et Schumacher. Schumacher est capable de hausser un petit peu le ton, d'aller un peu plus vite, mais vous voyez quand même que dans le trafic, c'est un peu saccadé. Un peu saccadé, comme il attaque beaucoup, il bloque ses roues, il perd un peu de temps. Ouais. C'est un peu irrégulier, mais bon, il fait son boulot, il va au boulot. Et puis à la régulière, on voit qu'Hakkinen est capable de réagir. Oui. Il vient de tourner à 1,41,0, Mika. Et donc à la régulière, effectivement, on voit pas très bien comment il peut s'en sortir. Je ne sais pas si c'est le sentiment qui prévaut également dans les stands, Jean-Louis Moncet. Jean-Louis? Ah, on n'entend plus Jean-Louis. Non. Il est chez Ferrari. En tout cas, Pierre, il y a aussi une grosse bagarre pour le pneumatique, parce que vous savez que Goodyear se retire de la Formule 1. C'est la dernière course de Goodyear ici, donc on voudrait bien se retirer avec une victoire. Ça serait quand même mieux, bien qu'on ait gagné suffisamment de Grands Prix et de championnats du monde depuis leur début en compétition. Et puis aussi, pour Bridgestone, c'est une année très importante, parce que battre Goodyear au dernier Grand Prix et être champion du monde à domicile, c'est aussi une belle performance et une bonne récompense pour toutes les ingénieurs qui travaillent chez Bridgestone, qui ont fourni un énorme travail. Et il faut saluer aussi quand même le boulot de Goodyear, qui était effectivement un petit peu dominé par Bridgestone en début de saison, et qui est revenu et qui a effectué un travail extraordinaire pour permettre à Ferrari de se battre jusqu'au bout face au McLaren Mercedes. Goodyear, qui va effectivement tirer sa révérence au terme de ce Grand Prix. Le manufacturier américain était équipementier en Formule 1 depuis 1964 sans discontinuer. Vous vous rendez compte, un énorme travail, un très beau travail effectué par les ingénieurs de chez Goodyear, parce qu'on était un peu largué en début de saison, on a énormément travaillé alors qu'ils allaient s'arrêter à la fin de la saison. Non, ils ont relevé le challenge avec Ferrari. Est-ce qu'on va récupérer McLaren, Mercedes et Bridgestone pour leur faire voir? Bon, ça se joue. Vous avez vu ce départ manqué de Michael Schumacher. Regardez l'attaque. Attaque permanente. On les abîme les pneus. Le pneu avant-droit, il a souffert. Regardez à l'intérieur. Il y a un petit plat. Je pense que chez Ferrari. Alors le plat provoque évidemment, plus on va freiner, plus Michael Schumacher va essayer de freiner tard, plus il va provoquer des freinages retardés, plus son pneu va s'allumer, parce qu'il commence à être vraiment à l'usure. Sans parler des vibrations dans la direction. Peut-être un deuxième arrêt pour Schumacher, Jean-Louis. Pierre Van Vliet, Jacques Lafitte. Vous m'avez appelé, je le sais. J'étais en salle de presse parce que le bruit a couru que Schumacher avait été pénalisé parce qu'il avait effectué un faux départ. Je me suis renseigné en salle de presse, j'étais voir le panneau des marshals qui surveillent cette course, et absolument pas. La réglementation a été observée à la lettre. Il avait calé et par conséquent il est parti en dernière ligne. « 27 tours dans ce Grand Prix du Japon. Nous sommes avec Heinz-Harald Frentzen en 5e position, en bagarre avec Demenil sur la Jordan Honda, et puis l'autre Williams de Jacques Villeneuve. Vous savez que pour le championnat des constructeurs, il y a une bataille acharnée. On est en plein là. Entre Williams 3e, je pense que Williams devrait conserver ce 3e rang, mais pour la 4e place entre Jordan et Benetton, il n'y a jamais que 2 points d'écart. Si Demenil parvient à marquer 2 points en terminant 5e, Jordan sera 4e au classement des constructeurs, parce que les Benetton sont un peu en retrait aujourd'hui. Visiblement, la Jordan est un peu plus rapide que les Williams. Et regardez, c'est pas chez Ferrari. Oui, on se prépare chez Ferrari, voilà, une nouvelle fois. Et je vais tout de suite me renseigner, mais je pense que c'est pour Eddie Irvine. On n'est pas sûr, parce qu'on a vu Schumacher en difficulté. Allumer ses roues énormément. Il a peut-être un pneu très abîmé à l'avant droit. En tout cas, voilà Irvine. Non, c'est Eddie Irvine. Qui s'était arrêté au 15e tour. Il va s'arrêter à peu près maintenant au 28e tour. Ça paraît logique. Il lui restera 22 tours. Voilà, le voilà. Oui, il n'y a que 51 tours. Oui, bien sûr. On raccourcit un peu les relais. Irvine, il arrive chez vous, Jean-Louis, chez Ferrari. Et oui, pour chausser des pneus lui aussi absolument neufs. Et je vais bien entendu vérifier l'état de ceux qui déchaussent. Là, cette fois, ils sont un peu plus usés quand même. Vous savez, mais il y a des variations. Un très bon ravitaillement, 6 secondes 5, c'est beau. 6 secondes 5, bravo Ferrari. Eddie Irvine repart le couteau entre les dents. Et il repart devant Michael Schumacher, son leader. Schumacher qui ne va pas tarder, à mon avis, à limiter et à rentrer au stand. Alors, c'est le moment peut-être d'essayer de vous piéger en jouant aux top positions.
36-15 code TF1 pour gagner du matériel photo ou des stages de pilotage. Le tiercé dans l'ordre à ce stade du Grand Prix. Retour en tête de la course après 28 tours. Mika Hakkinen, le leader sur la McLaren Mercedes, a maintenant 8 secondes. Il avait 8 secondes d'avance sur la Ferrari Lady Irvine en deuxième position, juste avant le second ravitaillement du pilote irlandais. Il va donc maintenant avoir une trentaine de secondes de marge, c'est-à-dire bien assez pour ravitailler à son tour. Même si on sait que les ravitaillements sont un peu décalés entre McLaren et Ferrari cet après-midi, ici à Suzuka. Irvine, le voici, le voilà. Il arrive à Spoon Curve avec Schumacher derrière lui. Les deux Ferrari, mais Schumacher doit encore ravitailler une deuxième fois. Et c'est un peu la quadrature du cercle, Jacques Lafitte, pour Ferrari maintenant. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre une éventuelle défaillance de la McLaren Mercedes de tête. Bien sûr, en plus, David Coulthard, lui, est quatrième. Il est à 15 secondes de Schumacher. Tout à fait. Voilà, très loin. Il est à trop loin, en tout cas, pour aider son coéquipier. Il faudrait qu'il se rapproche un peu plus des deux voitures rouges pour pouvoir jouer les troubles faits au cas où Mika Hakkinen connaîtrait des alertes. Alors, petite nouvelle des Français aussi, avant les deuxièmes ravitaillements. Jean Alesi occupe toujours la 10e place à 1 minute 16 de la tête de la course. Et puis, Olivier Panis est 11e sur la poste Peugeot. Alesi est en lutte avec Wurz pour la 9e place. Les voici, les voilà. Et puis, Panis est plus loin, à peu près 24 secondes derrière la Sauber. Là, c'est la Tyrrell de Takagi qui s'arrête. Le jeune pilote japonais qu'on annonce peut-être chez Arrows la saison prochaine. Takagi qui devrait piloter pour Honda en l'an 2000. On sait qu'Honda a annoncé son retour en l'an 2000 avec une écurie 100% japonaise, châssis et moteur. Takagi, là, eh bien, il sera le dernier à avoir piloté une Tyrrell en Grand Prix, puisque c'est le dernier Grand Prix de la valeureuse écurie Tyrrell, le 451e Grand Prix de Tyrrell, malheureusement le dernier. C'était l'écurie la plus ancienne de la F1 après Ferrari. On sait que Tyrrell deviendra BAR pour British American Racing l'année prochaine avec Jacques Villeneuve et le jeune Brésilien Ricardo Zonta. Mika Hakkinen, 30 tours couverts maintenant dans ce Grand Prix du Japon de Formule 1 et la situation est sous contrôle pour le pilote finlandais. Ça, c'est sûr. Il a 25 secondes d'avance sur la Ferrari d'Eddie Irvine et 26 secondes sur celle de Michael Schumacher, son rival pour le titre. David Coulthard sur l'autre McLaren Mercedes est à 42 secondes, c'est énorme. Frentzen, 5e devant Damon Hill. Dernier tour pour Hakkinen en 1:42.2. Michael Schumacher 1:41.0. Oui, en sachant, Pierre, que ni Mika Hakkinen ni Michael Schumacher se sont encore arrêtés au stand et que la rivalité, c'est surtout le concurrent direct de Hakkinen aujourd'hui, c'est Irvine qui lui est à 22 secondes, 23 secondes de Hakkinen. Un petit arrêt au stand un peu compliqué et il peut perdre cet avantage, mais en tout cas, il aura toujours 25 secondes d'avance sur Michael Schumacher qui lui doit s'arrêter. Et vous savez comme moi que pour gagner le championnat du monde, il faut que Michael Schumacher remporte cette course et que Mika Hakkinen ne termine pas deuxième. Les 6 premiers, Hakkinen, Irvine, Schumacher, Coulthard, Frentzen, Hill. Oui. Coulthard s'énerve, il vient de tourner en 1:41.3. Ah, c'est Takagi. Oui. Dommage, on vous parlait du dernier Grand Prix de l'écurie Tyrrell. Et bien voilà, Toranosuke, Takagi. Ils sont pas sortis. Il y a eu un accrochage avec Tuero ou Nakano. Et voilà. Et c'est tout héros. Il a braqué, regardez. Il n'a pas vu. Et oh là. L'Argentin qui est venu s'empaler dans la Tyrrell au moment où le Japonais braquait pour la chicane. Vous voyez, regarde, un peu surpris. Mais en plus spectaculaire. Il comprend pas. Il comprend pas. Tout héros. C'est une grosse. Alors attention, parce qu'il y a des débris sur la piste. Attention, on peut peut-être prendre quelques débris, avoir une crevaison, on peut faire beaucoup de choses. Dommage pour Takagi et dommage aussi pour le team Tyrrell. Il n'est pas content, hein, Tora. Il a raison. Oui, il a raison. Il a raison. Grossière erreur de Tuero. Tyrrell qui quitte la F1 par la petite porte. Alors c'est vrai que Takagi et Tuero occupaient quand même la 15e et la 16e place. Attention.
Attention, c'est Michael Schumacher. Voilà, crevaison. Vous voyez à l'arrière droit. Vous avez vu ce qui est arrivé, Pierre? Eh oui, vous sur les débris. Alors là, c'est d'accident. C'est l'abandon. Il ne peut pas rentrer. Et c'est fini. C'est fini pour Michael Schumacher et pour la Scuderia Ferrari. Mika Hakkinen est champion du monde 1998. Quoi qu'il arrive maintenant, le pilote finlandais peut abandonner. Eh bien, il sera couronné champion du monde. Hakkinen en tête au 31e tour. Et pour quelle catastrophe pour Schumacher. C'est la fin, décidément. Schumacher a bu le calice jusqu'à la lie avec ce faux départ. Ce départ en dernière position. Et regardez la crevaison. Voilà, elle est instantanée. Hein. C'est juste après avoir être passé dans les débris. Les débris de l'accident, la collision entre Tuero et Takagi à la chicane. Et c'est malheureusement Schumacher qui paye les pots cassés. Eh bien voilà une image qui en dit long. Et inhabituelle surtout pour Schumacher. Et là il va devoir digérer sa déception qui doit être immense, Jacques. Ah ouais, là le pauvre garçon. On y croyait chez Ferrari. Regardez Hakkinen, lui maintenant il peut ravitailler tout à son aise. On peut presque sabler le champagne maintenant chez McLaren. On peut, Pierre, on peut, mais enfin. Il pourrait mettre un pied à terre. Non, il mettra pas un pied à terre, il va remporter cette course. Il va finir en beauté cette saison 98 qu'il aura marqué de son empreinte. En tout cas, une finale tronquée parce que ces incidents, Pierre, entre ces deux départs, entre le faux départ de Schumacher, le départ en dernière ligne, l'incident maintenant. Alors, Eddie Irvine, est-ce qu'il va rehausser le ton et essayer de récupérer alors qu'il sait que Hakkinen n'en a plus rien à faire? Est-ce qu'il va pas essayer de revenir, d'attaquer comme un fou, d'impressionner? Il est pas loin. Oui, il est pas loin. Hein. Il pourrait peut-être s'offrir sa première victoire en Grand Prix. Si, ça va faire les affaires de Damon Hill. Si Hakkinen le laissait faire. Mais regardez chez McLaren, eh bien c'est la joie. Oui. Voilà. Ça contraste, un contraste. Eria Hakkinen dans les bras de Didier Cotton. Et à côté de ça, eh bien, vous voyez que chez Ferrari, c'est la soupe à la grimace pour Jean Todt et pour Luca Di Montezemolo. Alors Pierre, on va pas dire que ce titre il ne le mérite pas, le pilote finlandais, mais on aurait préféré le voir gagner avec un vrai adversaire. Un vrai duel. Et ce duel a été écourté dès le départ malheureusement. Mais en tout cas, c'est un beau vainqueur, quoi qu'il arrive. Nakano qui repart des stands sur la Minardi. Oui. Et on en parlait, Jacques, avant le départ de ce Grand Prix. Quelle que soit l'issue de Suzuka, on aurait eu un bon champion du monde, un très beau champion du monde. On a eu un beau. Hakkinen, que ce soit Schumacher, tous les deux méritaient le titre d'une certaine manière. Et puis, Hakkinen avait l'avantage, Schumacher n'avait pas le droit à l'erreur. Et malheureusement, les ennuis se sont accumulés pour l'écurie, oui. Mais c'est vrai que ce soit Schumacher ou Hakkinen, ils ont tous les deux fait une saison formidable, remarquable, très peu d'erreurs, se bagarrant du début jusqu'à la fin. On pourra citer en exemple la formidable remontée de l'écurie Ferrari et de Schumacher, un travail intense. On a énormément tourné, plus de 35 000 km d'essai cette année chez Ferrari pour conquérir ce titre, en tout cas l'offrir à Michael Schumacher. Et vous regardez, ce garçon est dépité. C'est terrible parce que c'est quand même 2 années de suite dans le dernier Grand Prix que le titre lui échappe. Terrible déception chez Ferrari parce qu'on y croyait, on a beaucoup travaillé. Je peux vous le dire, oui, effectivement, c'est une déception terrible pour eux. Ici, tout le monde a la tête basse, vous pouvez l'imaginer, même si Irvine a une petite chance éventuelle de remporter le Grand Prix. Ce qui est sûr, c'est que c'est confirmé, ce que vous aviez vu à propos des débris de la voiture de Tuero et de celle de Takagi, c'est très probablement à 99% là-dessus que Michael est passé et qu'il a eu sa crevaison. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, je ne suis pas sûr, mais c'était... Attention, embouteillage dans les stands avec Damon Hill. Et s'il pouvait repartir devant Villeneuve, il était devant. Damon était devant, il a ces fameux 2 points qui vont permettre à Jordan d'être 4e au classement des constructeurs. Alors, est-ce que Jordan est reparti? Oui, il est devant. C'est important parce qu'il est 5e Damon Hill, il a 2 points. 2 points, c'est l'écart qui les sépare de Fisichella qui est 8e. On va s'intéresser un peu aussi au championnat des constructeurs. Avec un coup de chapeau d'abord à McLaren Mercedes, parce que maintenant, bien entendu, c'est acquis. C'est un doublé. McLaren Mercedes décroche le titre des constructeurs. Il leur manquait un petit point seulement pour y parvenir. Donc c'était, disons, une formalité pour McLaren Mercedes au classement des constructeurs. En revanche, pour le titre des pilotes, vous le savez, c'était beaucoup plus ouvert entre Hakkinen et Schumacher. Maintenant, on sait que la victoire a basculé dans le camp du pilote finlandais, Mika Hakkinen. Et c'est assez extraordinaire pour la Finlande cette année. Jacques Lafitte, les 2 champions du monde automobile en rallye et en Formule 1 seront des Finlandais.
en l'occurrence Tommy McKinnon. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore champion du monde. Mais il a une chance de devenir champion du monde, c'est vrai. C'est pas encore en bagarre avec Carlos Sainz et Colin McRae. En cas, je peux vous dire qu'il fait honneur à son titre. En tout cas, il doit être content, Mika. Il est libéré parce qu'il tourne vite, Mika Hakkinen. Regardez-le, il attaque. Il a intérêt à attaquer parce qu'il y a Eddie Irvine. Oui, et puis il est heureux, ça se voit, c'est fini, il n'a plus d'inquiétude. Alors il va pouvoir donner libre cours à son pilotage et à la joie, et il attaque. Pendant ce temps, Schumacher regagne les stands, dépité. Ce travail énorme accompli par ce garçon et par son écurie cette année n'aura pas porté ses fruits pour un malheureux incident de départ et à 2 courses. Regardez maintenant Frentzen. Au stand, il est 4e. Il est 4e et Damon Hill va être évidemment repartir devant lui. Oui, Damon Hill et Villeneuve aussi. Oui. Attention, on va voir ce que ça va donner. Oh, mais c'est sûr. Ils sont passés depuis longtemps. Oula, vous entendez le bruit. Limiteur de vitesse de régime sur le moteur mécanique de la Williams. Jean Alesi en 5e position. Oui, belle remontée d'Alesi avec le ravitaillement de Frentzen et ceux de Hill et Villeneuve. Il doit encore s'arrêter, hein, Jean. Oui, bien sûr. Donc il va peut-être va se trouver encore à la porte des points. 34e tour. Hakkinen a maintenant près de 3 secondes d'avance sur Eddie Irvine. Irvine ne semble pas en mesure de pouvoir inquiéter le pilote finlandais pour la victoire dans ce Grand Prix du Japon, même si bien sûr dans les derniers tours tout peut encore se produire. On sait que maintenant Mika Hakkinen est complètement libéré. Et c'est le triomphe pour le clan McLaren-Mercedes-Bridgestone. Oui, formidable. En tout cas, formidable vainqueur que Mika Hakkinen. Quand vous vous souvenez qu'il y a 3 ans à peine, il était entre la vie et la mort après son terrible accident sur le circuit d'Adélaïde en Australie, et que ce garçon mérite vraiment ce titre. Il a tout fait pour revenir au plus haut niveau. Il a eu la confiance de son team, de Ron Dennis en particulier. On l'a laissé revenir tranquillement à une forme formidable. Et merci à toute l'équipe en tout cas. Et on est heureux pour lui. Il doit être heureux, Mika, parce qu'on le voyait de plus en plus éclairé le visage, et je crois que là il va vraiment nous sourire. Un énorme courage, une très grande détermination dans le chef du pilote finlandais, Mika Hakkinen, effectivement, qui était resté entre la vie et la mort en octobre 1995, il y a 3 ans à peine, lors de ce terrible accident du Grand Prix d'Australie à Adélaïde, et qui est revenu, qui s'est rebâti une santé physique et morale, parce que le mental évidemment dans ces cas très important joue un rôle énorme. Et là cette saison, eh bien, il réussit finalement le sans faute, alors que très sportivement le président de Ferrari, Luca Di Montezemolo, est allé féliciter les mécaniciens de la Scuderia pour le travail accompli. Oui, presque la mal à l'œil, Luca Di Montezemolo. On vient de travailler énormément, on y croyait. Tout était bon signe, pole position pour Schumacher, un regain de forme magnifique, ce travail pendant les 5 semaines de Ferrari, de toute l'équipe Ferrari. Ils ont travaillé, mais c'est incroyable le travail accompli par cette équipe pendant cette saison. On s'en souviendra longtemps, je veux dire, parce que vous vous souvenez, en Australie, on avait donné McLaren vainqueur sans aucun problème. Il faut se souvenir que les McLaren s'étaient imposés en Australie avec plus d'un tour d'avance sur la concurrence, y compris Ferrari. Et qu'on imaginait mal une écurie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en mesure de se battre avec les flèches d'argent cette saison. Et puis Ferrari, à force de travail, est parvenu à revenir jusqu'au bout. Et cela nous a valu une saison absolument sensationnelle. La Scuderia Ferrari qui court derrière ce titre de champion du monde depuis 1979 et le sacre de Jody Scheckter. Et pour ce qui est de la couronne des constructeurs, eh bien la dernière remonte à 1983 pour les voitures rouges. Alors ce sera peut-être maintenant pour 99. Nouveau challenge pour Jean Todt et ses hommes. Enfin, ils ont déjà très bien remonté la pente. Je veux dire, depuis le début de la saison, Jean Todt et l'équipe, ils ont énormément travaillé. Bon, c'est la course. Et il y a un beau vainqueur. Et une belle équipe aussi. Jacques, Pierre, oui. Le président Montezemolo qui est là à côté de nous. Président, vous êtes évidemment extrêmement déçu. Pour nous, c'est très dur. Nous avons vu les dernières courses avec beaucoup de fortune. Mais congratulations à McLaren pour nous l'année prochaine. Parce que je pense que Ferrari a fait une saison extraordinaire. Et nous avons début la dernière course avec la pole position. C'est pas possible de faire de plus. Malheureusement, nous avons vu avant le problème électronique
Et après, Michael, il est allé sur le détriti de Tuero de ce passage, il a détruit les pneus. C'est fini. Merci, Président. Une déclaration pleine de sagesse et de fair play du président de la Scuderia Ferrari, qui fixe donc rendez-vous à 99 et qui félicite les champions Mika Hakkinen, McLaren et Mercedes. À 15 tours de l'arrivée ici à Suzuka, on tourne une dernière page de pub avant de venir célébrer au pied du podium tout à l'heure avec ces messieurs en gris. A tout de suite. Eddie Irvine qui sort des stands sur la Ferrari. C'est son 3e arrêt, le pilote irlandais. Je crois qu'il est reparti derrière Coulthard, Pierre. Oui, je pense qu'il a perdu la 2e place, Eddie Irvine, et donc Ferrari n'aura même pas peut-être sauvé l'honneur dans ce oui, prix avec un 3e arrêt qui n'était pas prévu pour Irvine. Peut-être on avait tellement anticipé les premiers en mettant peut-être pas assez d'essence, ou alors un souci dans la machine à ravitaillement. Oui. On va demander à Jean-Louis qui est chez Ferrari et qui va certainement nous informer dans un instant. En attendant, eh bien, pour Mika Hakkinen et pour David Coulthard, maintenant les 2 McLaren Mercedes caracolent en tête. C'est le triomphe absolu des flèches d'argent dans ce Grand Prix du Japon ici à Suzuka. Ou alors on a arrêté Irvine pour lui mettre des pneus neufs, parce qu'il avait 23 secondes d'avance au tour précédent sur Coulthard, ce qui aurait normalement dû lui permettre de repartir devant Coulthard. Ou alors c'est la McLaren. Non, ça peut pas être Hakkinen. Non, il est reparti derrière. Mais avec des pneus neufs, attention. Ouais, enfin, encore faudra-t-il... Il reste 12 tours. Ouais, encore faudra-t-il dépasser. C'est pas évident. Coulthard a l'air tout seul. Alors bon, Hakkinen ici au freinage de la chicane. La chicane qui finalement a été fatale à Schumacher, puisqu'il a roulé sur les débris de la collision entre les 100 grades Tuero et Takagi. Voilà, Hakkinen qui déboule devant la ligne droite des stands. Maintenant, 40e tour pour le pilote finlandais, qui a une dizaine de tours maintenant du bonheur, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau. Alors, une 7e victoire et le titre mondial. Est-ce que vous pensez que si Coulthard est 2e, on va lui laisser la priorité? Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un contentieux. C'est vrai qu'il y a non pas un contentieux, mais disons qu'il y a une dette envers Coulthard chez McLaren Mercedes. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être, c'est déjà arrivé dans un dernier Grand Prix, à partir du moment où les enjeux ont disparu, eh bien on pourrait peut-être rendre à David Coulthard sa victoire de Melbourne au premier Grand Prix, où on se souvient qu'il s'était écarté à 3 tours de l'arrivée pour laisser Hakkinen remporter le premier Grand Prix de la saison à la suite d'un malentendu dans les stands à propos des ravitaillements. Hakkinen était rentré au stand alors que l'équipe n'était pas prête à l'accueillir. Actuellement, pourtant, on nous signale qu'Eddie Irvine est toujours en 2e position malgré son 3e ravitaillement. Ça paraîtrait logique. Juste devant Coulthard. Il avait suffisamment d'avance pour repartir devant, et la voiture que l'on a vue devant était peut-être celle de... Ils ont 50 secondes de... Non, c'était pas celle d'Hakkinen. Non. Vous voyez, il est 2e. Irvine est 2e. Alors, la question que l'on vient de se poser, Pierre, elle est caduque. Mais il est pas loin. Oui, regardez, là on voit. Voilà, 24 secondes d'avance pour Hakkinen sur Irvine. Irvine qui a été contraint à un 3e ravitaillement dans ce Grand Prix du Japon. Et puis Coulthard serait, selon notre pointage, encore plus loin. 25 secondes derrière Irvine, c'est-à-dire à 49 secondes de Hakkinen. Jean-Louis Moncet dans les stands, vous nous confirmez la 2e place d'Irvine, et pourquoi ce 3e arrêt de la Ferrari? Eh bien, il était imprévu ce 3e arrêt, et je crois que la qualité des pneus avait quelque chose à voir avec ce 3e arrêt, la qualité des pneus d'Irvine dans son 2e relais. Je crois que c'est ça qui explique le fait qu'il se soit arrêté un peu de façon impromptue. Intéressons-nous alors à la bataille pour la 4e place, ici à l'image entre les 2 Williams Mecachrome de Frentzen et Villeneuve, qui prennent en sandwich la Jordan Honda de Damon Hill, la Jordan rescapée, puisqu'on a vu Ralf Schumacher abandonner tout à l'heure. Alors à 10 tours de l'arrivée, actuellement la situation est très favorable pour Damon Hill et pour l'écurie Jordan, parce que grâce à cette 5e place, eh bien Jordan Honda va passer devant Benetton Playlife au classement des constructeurs. En réalité, ils seront à égalité de points, mais grâce à la victoire de Damon Hill au Grand Prix de Belgique à Spa, eh bien Jordan sera classé 4e au championnat des constructeurs, derrière Williams certes, mais devant Benetton. Et ce sera la première fois pour l'écurie Jordan qu'elle atteindra ce niveau, rentrée dans la célèbre bande des 4 en Formule 1
Vous savez, ça veut dire devenir une écurie gagnante, et c'est ce que Jordan est devenu en 1998, alors que pour Benetton, eh bien, c'est plutôt la spirale descendante. Ce sera la première fois depuis 10 ans que Benetton n'occupera pas une des 4 premières places au classement des constructeurs à la fin de la saison. On sait que David Richards, le brillant manager britannique, a quitté l'écurie Benetton depuis le Grand Prix du Luxembourg, Jacques Lafitte, et on se demande un peu ce qui se passe chez Benetton. Est-ce que la famille Benetton se rend bien compte des efforts et de la politique à mener pour réussir en Formule 1 à l'horizon 2000? Ça paraît délicat parce qu'effectivement se séparer de David Richards qui avait fait un très bon travail. Je crois qu'il y a eu un petit problème à propos des moteurs. Je crois que David Richards aurait préféré travailler avec Ford dans l'avenir et que Benetton voulait rester, la famille Benetton voulait rester avec Renault, avec lesquels ils ont énormément travaillé depuis quelques années. Donc ils font confiance à Renault, et c'était l'avis contraire. Vous savez que Richards et David Richards est en Angleterre, il a une écurie de rallye, ProDrive, il a beaucoup de rapports avec Ford, et qu'il voyait d'un bon oeil un rapprochement avec le motoriste Ford. Il n'est d'ailleurs pas exclu que David Richards se rapproche encore de Ford et qu'il revienne en Formule 1 avec l'écurie Stewart Grand Prix, qui représente officiellement Ford. En tout cas, c'est le plus jeune fils de la famille Benetton qui va s'occuper de l'écurie maintenant, et ça paraît un peu bizarre parce que même l'expérience d'avoir travaillé aux États-Unis, on a vu dans la banque, dans les finances, diriger une équipe de Formule 1, c'est difficile. C'est l'abandon de Nakano. Il a seulement 29 ans, voilà. Benetton. Alors, on se demande s'il fait le poids. Là, c'est Nakano malheureusement qui abandonne. Décidément, c'est pas le jour des Japonais. Nakano, il abandonne, et on n'est pas sûr qu'il sera encore en F1 l'année prochaine. On ne souhaite pas que ce soit son dernier Grand Prix. C'est un pilote sympathique, Nakano, et qui, ma foi, accumule une certaine expérience. Il pourrait rester chez Minardi en 99. En tout cas, c'est le dernier volant disponible en F1, si l'on considère que son compatriote Takagi va rejoindre Mika Salo chez Arrows grâce au denier de Honda. Oui, Honda qui, comme vous le savez, va revenir certainement, il l'annonce en tout cas, l'an 2000 en Formule 1, et qui évidemment aimerait bien voir que son pilote préféré, Takagi, en tout cas l'homme en forme japonais en ce moment, continue à se faire son expérience en F1, et verrait d'un bon oeil qui continue une saison l'année prochaine, même dans la modeste équipe Arrows, avec le moteur Arrows. Voilà, Arrows V10 Hart. Voilà, ouais. Moteur Arrows conçu par J'avais un trou. l'artisan motoriste Brian Hart. Voilà. Mika Hakkinen, en tout cas, lui, il doit être tout à fait soulagé, il doit être au 7e ciel, parce que je peux vous dire qu'il était fatigué, Mika. Hier, après les qualifications, il nous a un peu fait rigoler en disant on s'est vraiment tiré une bourre formidable, Michael Schumacher et moi, pendant la séance de qualification. Et Mika est allé vraiment à la limite. Il est sorti de la piste d'ailleurs en fin de séance, en essayant de répliquer au temps de Schumacher, au superbe chrono que Schumacher avait signé pour décrocher la pole. Et il nous disait la preuve que on était vraiment dans un autre monde, c'est l'écart qu'on a creusé par rapport aux autres pilotes. Effectivement, Coulthard était à plus d'une seconde, et Irvine à près de 2 secondes de son chef de file. Et Hakkinen avait une explication à ça, il disait mais je pense que les autres pilotes sont un peu fatigués. C'est la fin de saison et ils doivent être un peu fatigués. Nous, c'est pas le moment d'être fatigués, et je vais pas me laisser fatiguer, disait-il, même s'il allait très tiré, Mika, et qu'il a certainement nerveusement beaucoup encaissé ces derniers temps. On lui disait tu seras peut-être fatigué lundi. Effectivement, ça n'aura plus aucune importance, et ça va sans aucun doute être la fête, et elle sera belle pour le blond finlandais. Les voitures qui ont abandonné, la liste s'affiche dans le bas de votre écran. Nakano, Michael Schumacher, Takagi, Tuero, Barrichello et Verstappen, les 2 Stewart Ford malheureusement, qui se sont retirés dès avant la mi-course. Une fin de saison en demi-teinte pour l'écurie écossaise. Et puis les 2 Arrows et la Jordan de Ralf Schumacher. À l'image, Eddie Irvine sur la Ferrari, toujours en 2e position, à 20 secondes maintenant de Mika Hakkinen. Mais nous ne sommes plus qu'à 6 tours de l'arrivée. Et Hakkinen doit certainement commencer à lâcher du lest. David Coulthard en 3e position, ici à l'image sur l'autre McLaren Mercedes. Il pointe à 44 secondes de son leader. On peut dire qu'il a été très décevant aujourd'hui. Et cette saison en général d'ailleurs, Jacques. Oui, il a toujours des petits problèmes de réglage avec sa voiture. On l'a vu avec mettre moins d'appui, toujours un peu plus rapide dans une droite, mais avoir difficulté à maîtriser sa voiture.
Il a pourtant une voiture équivalente à celle de Mika Hakkinen, mais elle semble plus convenir au réglage de Mika qu'au sien. En tout cas, c'est vrai qu'il a été plus rapide en début de saison. On l'avait vu en Australie rivaliser avec Mika Hakkinen, et puis depuis il est un peu il avait été dans le coup encore en Argentine. Oui, voilà. Il a remporté une seule victoire. Ouais. Cette année, c'était à Imola, au Grand Prix de Saint-Marin, et après il a un peu eu tendance à s'écrouler. Ouais. Là, nous avions Eddie Jordan, pardon, l'autre Irlandais de la F1 qui croise les doigts en espérant que Damon Hill va conserver cette 5e place jusqu'au bout. Et puis les deux Williams ici comme à la parade. Frentzen 4e, Villeneuve 6e. Ce sera le dernier Grand Prix pour ces deux pilotes dans leur écurie. Frentzen va rejoindre Jordan l'an prochain. Et Villeneuve, on le sait, mais il sera le leader de cette nouvelle écurie très ambitieuse, British American Racing, montée par son manager Craig Pollock, avec le nouveau moteur Renault baptisé Supertech. Et ça va faire pas mal de changements pour la saison 1999 qui s'annonce, on l'espère, au moins aussi ouverte et peut-être plus disputée encore que celle-ci. Oui, je crois que ça va être une belle saison aussi. En tout cas, Olivier Panis et Trulli ferment la marche. Ils sont en 11e et 12e position. Il reste 12 voitures en piste. Vous savez aussi que les pilotes vont rester la semaine prochaine ici pour tester les pneus Bridgestone, en tout cas à l'invitation de Bridgestone, toutes les écuries qui le désiraient, et presque toutes les équipes vont être ici de tourner sur ce circuit à partir de mardi matin pour faire les essais des pneus nouvelle réglementation. On sait que Bridgestone sera le manufacturier unique de la F1 l'an prochain. Ils vont donc sortir un pneumatique un peu moins performant sans doute, une gomme un peu plus dure, un peu plus standard. Et puis surtout, Jacques, avec une évolution de la réglementation, c'est la Fédération internationale qui impose à Bridgestone des pneus moins performants. Moins performants, 4 rainures à l'avant au lieu de 3, un pneu plus étroit. On va certainement un peu diminuer, on va être obligé de durcir les gommes pour pouvoir supporter ces 4 rainures et ces pneus un peu plus étroits. Tout ça aussi parce qu'on aura l'année prochaine pas 40 pneus à disposition, mais seulement 32. On va retirer deux trains de pneus aux écuries. Il va falloir qu'effectivement, avec 2 trains de pneus en moins, on ait des pneus un peu plus durs, plus résistants. Et comme on va équiper, Bridgestone va équiper toutes les équipes, à partir du moment où on va essayer de trouver chez Bridgestone la solution pour que toutes les équipes se satisfassent des pneus employés pour l'année prochaine. Ça va être très difficile parce que on l'a vu très souvent avoir des pneus qui vont sur chaque voiture à l'équilibre des voitures. Alors ça va prendre un peu de temps l'année prochaine certainement pour arriver à un équilibre en Formule 1. Est-ce que les voitures équipées comme McLaren cette année, Prost et pas mal d'autres vont être favorisées par rapport au travail qu'ils ont effectué depuis 2 ans pour Prost et une année pour McLaren chez Bridgestone? Est-ce que ça va les favoriser? On le pense, mais on peut croire aussi que Ferrari et toutes les autres équipes équipées en Goodyear comme Williams et tout vont revenir très très vite dans le coup en travaillant énormément avec les nouvelles gommes et la nouvelle construction. En tout cas, les essais de la semaine prochaine ici à Suzuka permettront à Ferrari, à Williams, de s'adapter à ces nouvelles gommes Bridgestone et surtout aux ingénieurs d'emmagasiner toutes les données, toutes les informations pour préparer les voitures 99 en connaissance de cause. Mais c'en sera terminé l'an prochain de la guerre des pneumatiques qui a fait rage depuis 2 ans en Formule 1. Et effectivement, cela va en quelque sorte mettre les pneus un peu dans l'ombre. On en parlera moins l'année prochaine, c'est une certitude. C'est pour ça que c'était important aussi pour Bridgestone de remporter cette victoire au championnat du monde. Nous sommes maintenant à moins de 5 tours de l'arrivée pour Mika Hakkinen et McLaren Mercedes. Il faut rappeler, Pierre, que pour Mercedes, ça va être le premier titre après un travail acharné aussi, retour en course et premier titre des constructeurs. Absolument. Sachant que Mercedes avait dominé la Formule 1 dans les années 1954-1955 avec Juan Manuel Fangio et Sterling Moss, mais qu'à l'époque, il n'y avait pas de championnat constructeur. C'était uniquement les pilotes qui étaient titrés. Absolument. Mercedes donc va remporter sa première couronne mondiale des constructeurs. En ce qui concerne McLaren, c'est important aussi ce titre constructeur parce que ça va lui permettre de rejoindre Ferrari sur les tablettes avec 8 victoires dans le championnat du monde des constructeurs. Ce sera le 8e titre de McLaren. Il rejoint ainsi Ferrari au palmarès de la Formule 1. Et puis il faut quand même souligner que Ferrari a débuté en F1 en 1950 et que McLaren n'a effectué ses débuts en F1 qu'en 1967. Bon, les comptes du chemin parcouru depuis, en tout cas,
c'est formidable pour les enjeux qu'il y avait aujourd'hui sur ce Grand Prix. Il y en avait beaucoup, hein, pour Bridgestone, pour Mercedes, pour McLaren. On a vu ça à l'instant. En tout cas, énorme victoire et grosse satisfaction pour ce pilote. Moi, je l'adore, Mika Hakkinen. Hein, vous m'excuserez, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup c'est un pilote formidable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne l'adorent pas. Oui, parce que quelque part, il est adorable, Mika. Il y a certains qui le considèrent peut-être pas tout à fait encore au niveau de Michael Schumacher, mais je pense que sa victoire d'aujourd'hui, eh bien, le met maintenant parmi les champions du monde, c'est-à-dire au même titre que Damon Hill ou Jacques Villeneuve, c'est-à-dire parmi les challengers potentiels de Michael Schumacher dans les années à venir. Et puis ça fera 4 champions du monde l'année prochaine en Formule 1. C'est aussi, on le dit souvent, Pierre, quand vous gagnez votre première course en Formule 1, ça vous aide à en gagner d'autres. On change, il paraît que le bonhomme change. Alors je me demande si quand on est champion du monde, est-ce que le bonhomme va changer aussi, mais en tout cas il va aborder la saison prochaine avec beaucoup plus de force et un énorme capital confiance. Ah oui, ça va être formidable parce qu'il en manquait un peu Mika Hakkinen. Jean-Louis Moncet dans les stands. Oui, juste une petite précision historique. Première Coupe des constructeurs en 1958, c'était pour Ferrari avec Mike Hawthorne. Voilà. 48 tours couverts. On approche de l'arrivée dans ce Grand Prix du Japon. Un petit point du classement. Hakkinen en tête. Eddie Irvine en deuxième position est revenu à moins de 15 secondes maintenant par rapport aux Finlandais. Troisième place pour David Coulthard sur l'autre McLaren Mercedes à 38 secondes. Heinz-Harald Frentzen occupe le 4e rang sur la Williams. Damon Hill 5e. Ils sont roue dans roue, Frentzen et Hill. Jacques Villeneuve 6e à 1 seconde derrière. Fisichella occupe la 7e place sur la Benetton. Jean Alesi 8e pour Sauber Petronas. Alexander Zurz 9e sur la seconde Benetton. Johnny Herbert 10e avec l'autre Sauber. C'est le dernier Grand Prix de Johnny Herbert pour l'écurie suisse. L'an prochain, il rejoindra Stewart Ford. Et puis Olivier Panis et Jarno Trulli, les deux Prost Peugeot, qui terminent la saison aux 2 dernières places dans ce Grand Prix du Japon. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'abandons. Il n'y a plus que 12 voitures en course. Ils sont à un tour, Panis et Trulli, avec à peu près 15 secondes d'écart entre les deux voitures bleues. Une saison aussi décevante pour Prost Peugeot, Jacques Lafitte, mais peut-être une saison prometteuse quelque part parce que cela a permis à Alain Prost de mettre en place, de bâtir une écurie de Formule 1 moderne pour aborder l'avenir avec les meilleures chances de succès. Et oui, c'est dans les problèmes que l'on trouve des solutions. On est obligé de les chercher. Alain Prost évidemment les a cherchés. Donc vous savez qu'il va travailler avec John Barnard maintenant pour la construction de la nouvelle voiture. Chez Prost, ils ont amené ici une voiture hybride avec un moteur Peugeot neuf, une nouvelle boîte de vitesse. Malheureusement, Jarno Trulli a eu un petit incident ce matin. Il a perdu le contrôle de sa voiture, a heurté le rail, pas à très grande vitesse, mais il a quand même endommagé l'avant de la voiture et un tout petit peu la coque qui sera réparée pour faire ses essais mardi et mercredi. Ah, regardez, Michael Schumacher. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Il est rentré dans le stand Ferrari, il a remercié ses mécaniciens les uns après les autres, sans en oublier un. Apparemment, il n'est pas trop déçu. Il a simplement dit, il ne veut pas parler pour l'instant, il a simplement dit à son chef de voiture, eh bien, ça c'est la course, j'ai crevé, c'est pas de ma faute. Et il est allé aussitôt sur la passerelle de commandement, serrer les mains de Luca Di Montezemolo et bien sûr Jean Todt. Et voilà, tandis que... Le contraste est séduisant chez McLaren. Regardez les yeux embués de Didier Cotton, le manager, l'ami, le confident de Mika Hakkinen, aux côtés de Heria, sa jeune épouse. Eh oui, ils aimeraient bien que ce soit terminé ce Grand Prix. Oh, ça va 2 tours. Ouais. Il n'y en a plus pour longtemps, allez, avant de fêter ça. Oui, pour en finir avec Prost Grand Prix, donc ils ont amené ici une voiture hybride, elle va tourner puisqu'on va réparer la coque mardi, mercredi aux mains de Trulli, puisque vous savez qu'Olivier Panis, lui, s'en va à Montréal se faire retirer les broches et plaques qu'il a dans les jambes. Ça va l'immobiliser 3 semaines, après il part en rééducation et dans 1 mois et demi, il sera complètement rétabli et pourra recommencer les essais sur la nouvelle Prost. La nouvelle Prost Peugeot avec ce nouveau moteur qui avait 0 km, enfin en tout cas très très difficile. On a eu la volonté chez Prost et chez Peugeot d'amener cette voiture ici pour gagner du temps et puis pour démontrer aux gens, on travaille, tout est prêt. Dernier tour dans ce Grand Prix du Japon et regardez les mécaniciens de l'équipe McLaren Mercedes qui se précipitent sur le muret des stands pour saluer le triomphe de Mika Hakkinen, le pilote finlandais.
dans son dernier tour. Vraiment aujourd'hui c'est le triomphe de Mika Hakkinen après l'accident terrible en 95 à Adélaïde, revenir ici, reprendre le moral. Vous savez il était à moitié paralysé du visage, il a fait beaucoup d'efforts. C'est un pilote formidable qui va être couronné aujourd'hui, un rival très sérieux pour Michael Schumacher l'année prochaine et pour les autres concurrents. En tout cas, il a démontré qu'il était rapide, fiable, qu'il savait mettre au point une voiture. Il a beaucoup de qualités et je peux vous dire que ce garçon l'année prochaine, il va être terrible et tant mieux pour nous. Il va être transformé. Oui, il va être transformé et on va avoir une énorme bagarre avec Michael Schumacher Ferrari l'année prochaine, ça c'est sûr. En tout cas, ça c'est un garçon sympathique qui fait honneur à la Formule 1. Il a beaucoup d'élégance. C'est un garçon rigoureux. On le voyait très peu sourire. Il a eu beaucoup de mal à revenir, à se remettre un moral, à se forger un moral de vainqueur. Il a en cela été aidé par une voiture et un moteur formidable et des très bons pneumatiques. Beaucoup d'efforts. En tout cas, c'est le couronnement d'une saison très difficile pour l'équipe McLaren Mercedes, très difficile pour Mika Hakkinen. On se souvient des incidents de Silverstone, du retour de la Ferrari, beaucoup d'inquiétudes, regardez, il est heureux. Quel brio, ouais, vous allez voir. Quel brio et quel couronnement pour McLaren Mercedes qui revient au sommet, au premier rang de la Formule 1 avec Mika Hakkinen, champion du monde 1998. Au passage des stands, Mika Hakkinen, alors que Eddie Irvine franchit la ligne 6 secondes derrière seulement pour Ferrari. David Coulthard va compléter le podium. Frenzen 4e, Demonil 5e et Jacques Villeneuve 6e. Cela confirme donc la 4e place de Jordan au championnat des constructeurs. Mais regardez l'émotion d'Hakkinen. Et il pleure, Hakkinen. Ah oui, une émotion énorme. Coulthard qui applaudit son équipe au passage de la ligne. Des images magnifiques et un podium qui va être certainement chargé d'émotions dans un instant. Restez avec nous pour vivre ce grand moment en direct sur TF1. À tout de suite. 100 points, le Finlandais champion du monde 1998 de Formule 1. Et quelle image que cette accolade lui donne Michael Schumacher et Eddie Irvine. Schumacher termine 2e de ce championnat du monde. Irvine conclut cette saison à la 2e place de l'année du Grand Prix et à la 4e place du championnat. Et l'accolade également du lieutenant David Coulthard, Pierre Van Vliet, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncet. C'est l'explosion de joie à Suzuka pour Mika Hakkinen. Une scène absolument extraordinaire. Mika Hakkinen, avant d'aller sur le podium, est allé au pied des grandes tribunes de Suzuka saluer ses supporters et le public de la Formule 1 quelque part, qui est uni ainsi dans cette formidable cérémonie. Il y avait énormément de drapeaux finlandais dans les tribunes, avec certes des supporters qui avaient fait le déplacement, mais aussi beaucoup de japonais, parce que Mika Hakkinen, le blond finlandais, est de loin le préféré de ces dames ici au Japon, n'est-ce pas Jacques Lafitte? Alors Hakkinen monte l'escalier. Il est blond. Hein, il est blond à la côte au Japon, ça c'est clair. Et j'ai envie de vous dire, Jacques, je suis blond moi aussi. Hein. J'ai envie de vous dire, Jacques, le grand moment, c'est quand même ce retour de Mika Hakkinen, cette résurrection. On disait que c'était un miraculé. Vous aussi, vous avez eu un terrible accident en F1, Jacques, vous avez été grièvement blessé. Alors revenir physiquement, moralement, mentalement, pour revenir à ce niveau-là, au top niveau, c'est vraiment exceptionnel. Oui, moi j'ai pas pu le faire. C'est aussi simple que ça, donc c'est vraiment formidable ce que vient d'effectuer Mika Hakkinen, parce que je vous assure que vous l'auriez vu il y a 2 ans, quand il a repris la compétition, il pouvait à peine parler, il avait beaucoup de difficultés, et que pour revenir, c'est pas revenir conduire une voiture de tourisme comme moi je l'ai fait après mon accident, ça c'était facile, mais reconduire une Formule 1 après avoir eu un choc comme a eu ce garçon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a travaillé énormément, il a travaillé avec des kinés, avec des ostéos, avec tout un staff autour de lui médical. Et regardez maintenant ce garçon qui sourit rarement. Il va avoir confiance en lui. Il était très espiègle avant son accident. Et ce que je voulais vous dire, il a traversé une passe difficile. Oui, et on peut citer par exemple Karl Van Nigler qui a eu un accident très très grave aussi à Monaco, vous en souvenez, qui était assez longtemps dans le coma, qui lui a eu beaucoup moins de chance, qui a eu beaucoup de mal à revenir alors qu'on l'a énormément aidé. Hymne national finlandais. Bravo Mika.
Mika. Bravo Erja Konkanen, sa femme. Ils se sont mariés cet été. 98, ils s'en souviendront. Hein. Ah oui, vous voyez, il a déjà changé de tête. Ouais. Regardez, la fatigue a disparu. Ouais. Allez, God Save the Queen pour McLaren. 8e titre mondial des constructeurs pour l'écurie de Ron Dennis. Voilà, ça va être l'explosion de joie. Ah, il va y avoir la fête ce soir dans le stand, hein, je peux vous dire. Au Lock Cabin, vous savez, cet endroit où on fait les karaokés, on va boire. On va chanter toute la nuit. Ah, oui. Pour Hakkinen et Coulthard, les casquettes rouges sur le podium de Suzuka. Et le triomphe de McLaren Mercedes aujourd'hui. Voilà. C'est le président de Fuji Télévision qui remet le trophée au vainqueur, Mika Hakkinen, qui termine la saison en beauté avec une 7e victoire dans la saison. Coulthard 3e et c'est Eddie Irvine qui prend la 2e place pour Ferrari. Voilà les 3 hommes sur le podium. Et puis à signaler que Damon Hill, alors que Ron Dennis brandit le trophée des constructeurs et ce nouveau titre mondial, et puis à signaler que Damon Hill finalement est classé 4e de ce Grand Prix devant les deux Williams de Frentzen et Villeneuve. Il a surpris Frentzen au dernier freinage de la chicane, Damon Hill. Vous savez pourquoi, Pierre? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'idite avec égalité. Pas qu'il y ait d'égalité avec Benetton. Et il a marqué 3 points très utiles pour Jordan aujourd'hui, qui permet à Jordan de terminer 4e au championnat des constructeurs derrière McLaren et Ferrari bien sûr. Et Williams 3e. David Coulthard, qui a été un fidèle lieutenant pour Mika Hakkinen cette saison, mais qui est quand même resté dans l'ombre du Finlandais. Et voilà. Et c'est le moment. Regardez Ron. Avec la douche pour Ron Dennis. Et Mika va y avoir droit aussi. C'est logique. Oh là 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 là. Alors ce moment-là, Jacques. Regardez. Vous voyez la casquette, regardez. Ouais. Et Irvine s'y met. Eh oui. Mika Hakkinen, heureux. Ça pique les yeux, le champagne dans les yeux. Hein. Ouais, avec un peu de transpiration. Oh là là. C'est l'allégresse pour les supporters finlandais, pour Mika Hakkinen et son entourage qui a été très important aussi dans sa résurrection, dans son retour. C'est de la jeunesse sur le podium. Hein. Ouais. On parlait tout à l'heure de Erja, son épouse, mais aussi tout son entourage à l'intérieur de l'écurie McLaren Mercedes. Et chez Keke Rosberg Management avec Didier Cotton et tous ces gens qui ont été très proches de Mika durant toute sa convalescence et sa reconstruction en tant qu'être humain pour revenir au plus haut niveau sportif et être sacré champion du monde des conducteurs de Formule 1 1998. Un très beau champion en tout cas que ce Mika Hakkinen. Une très belle équipe aussi, Pierre, hein, parce que McLaren Mercedes ont fait un boulot formidable. Ron Dennis, le grand patron de cette équipe, est revenu au premier plan. Ça fait aussi longtemps qu'il n'avait pas été à telle fête. Et donc c'était un retour justifié. Mais ça leur a pris du temps aussi, 5-6 ans, je ne sais plus. Le dernier titre mondial de McLaren, c'est 91. 91, il y a 8 ans. Hein, presque 8 ans. 7 ans. C'était encore l'époque de la McLaren Honda d'Ayrton Senna. C'est long. Alors, on va aller retrouver ces messieurs dans le studio des interviews. D'ici là, Pierre et Jacques, si vous voulez, on peut regarder les classements. On peut regarder les classements les voilà. Allez, les classements de ce Grand Prix. Donc, Mika Hakkinen qui l'emporte en 1h27-22, vous voyez, à 205 km/h de moyenne. Donc, le deuxième, c'est Eddie Irvine. Troisième, David Coulthard, malheureux Schumacher, donc, qui a dû renoncer au 31e passage. Damon Hill a surpris Frentzen dans l'ultime tour et rapporte 3 points ô combien précieux à Jordan. Frentzen donc et Villeneuve pour leurs adieux tous les deux. Williams Mecachrome termine 5e et 6e au classement des pilotes du championnat du monde. C'est un compte tout rond
Pour Mika Hakkinen, 100 points, Schumacher 86. Coulthard était 3e, c'était sûr. Irvine 4e, c'était sûr. Villeneuve a quand même préservé sa 5e place pour un petit point devant son ancien coéquipier, Damon Hill. Du côté des constructeurs, là aussi il fallait marquer un tout petit point, donc il n'y avait pas trop de surprises. McLaren Mercedes 156 points, champion du monde 98, c'est un doublé pour l'écurie de Ron Dennis. Ferrari 2e, 133 points. Très beau redressement sous la houlette de Jean Todt en tout cas. Williams Mecachrome sauve sa 3e place et Jordan donc passe à la 4e position. Benetton Mecachrome 5e et Sauber Petronas, l'écurie de Jean Alesi et de Pedro Diniz la saison prochaine avec 10 points se retrouve à la 6e position. Alors en attendant que nos petits camarades ils soient dans la salle d'interview à Suzuka, on va peut-être regarder quelques images histoire d'honorer aussi cette écurie McLaren Mercedes. McLaren donc, on vient de le dire, qui n'avait plus gagné un titre constructeur depuis 1991. Alors on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Regardez un peu ces images, évidemment des drapeaux brésiliens pour le dieu vivant Ayrton Senna. C'est 8 titres mondiaux pour les constructeurs désormais et 10 titres mondiaux pour les pilotes, pour l'écurie de Ron Dennis. 3 titres avec Senna, 88, 90, 91. Et puis cette année donc avec le duo Mika Hakkinen, le Finlandais, et David Coulthard, l'Écossais. L'écurie est revenue au premier plan avec Bridgestone également qui l'équipait. Ron Dennis donc 91, c'était le dernier titre de McLaren. Victoire au passage de Hakkinen à Monaco, bien évidemment. Et Mercedes avait été titré en 1954 grâce au titre de Juan Manuel Fangio. À l'époque, c'était la Coupe des constructeurs et le titre véritablement des constructeurs n'existait pas. Ainsi donc, Coulthard et Hakkinen seront ensemble la saison prochaine encore pour défendre ce titre. Pierre, ça y est, Mika Hakkinen, le nouveau champion du monde, est là. Difficile de vous faire partager mes sentiments dans ce moment. Depuis mes débuts en Formule 1 en 91, c'était un combat tous les ans pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats. D'abord avec Lotus et puis maintenant avec McLaren Mercedes. Depuis 93, j'ai été fidèle à cette volonté de vouloir remporter des courses et devenir champion du monde. Cela a pris un certain temps. Et maintenant, c'est arrivé. Et en regardant derrière moi, en voyant ce que nous avons obtenu aujourd'hui, on peut être heureux. Sans ce travail énorme à l'usine et partout, tous les partenaires de l'écurie, nous n'aurions pas été des vainqueurs. Et parce que nous sommes des vainqueurs, ça a été un travail énorme pour tout le monde. Nous y voilà. Que s'est-il passé au premier départ, quand vous vous êtes lancé? Est-ce que vous avez eu peur de devoir partir du fond de la grille? Non, pas du tout. Non, parce que normalement, quand les lumières rouges s'éteignent, je dois y aller. Et puis bon, les lumières rouges ne se seront pas éteintes. Et les lumières oranges ont commencé à clignoter. Et donc j'ai su que le départ était annulé. Non, j'étais pas inquiet. Et puis Michael Schumacher a calé au deuxième départ. Et là, vous avez compris effectivement que c'était plutôt une bonne nouvelle. En effet. Et puis Schumacher partant en queue de peloton au troisième départ, vous avez pu le surveiller de loin? Eh bien, disons que c'était plus facile que lors de certaines courses. J'étais dans des situations beaucoup plus difficiles que lors de ce Grand Prix, évidemment. Mais déjà ce matin, la pression qui était sur moi était dérangeante. Mais c'est quelque part normal. Alors dans la course, je me suis calmé. Et c'était assez facile de contrôler la situation. C'était pas trop difficile.
L'équipe a joué un grand rôle aussi, en m'informant parfaitement de ce qui se passait derrière, avec Eddie Irvine, et puis David, et aussi bien sûr avec Michael Schumacher. C'était pas trop dur. Mais il y a toujours une difficulté quand vous êtes en tête comme ça, à 10 tours de l'arrivée, on commence à écouter tout ce qui passe. Et voilà. Un petit coup de klaxon pour saluer ce titre. Mon cher Pierre, mon cher Jacques, oui, on va peut-être laisser Mika tout à sa joie et le retrouver tout à l'heure, bien sûr, avec de plus amples commentaires et les interviews que vous aurez réalisées, bien sûr, à la sortie de cette salle de presse. On va revoir le moment clé, vraisemblablement, de ce Grand Prix, outre, bien sûr, le faux départ de Schumacher qu'il a relégué en dernière position, au 3e départ. Donc, regardez, on est au 31e tour. Nakano, Esteban Tuero sur la Minardi et Perron, Tora Takagi sur la Tyrrell. On est à la chicane, vous avez vu qu'il y a beaucoup de débris qui ont volé. Et voilà, Schumacher passe quelques instants après, on le récupère au bout de la ligne droite et son pneu arrière droit a littéralement explosé en roulant vraisemblablement sur l'un des débris de la Minardi ou de la Tyrrell. Donc Schumacher à ce moment-là doit abandonner, il s'assied sur le muret et ne peut que constater les dégâts. Le malheureux pilote allemand qui aura été l'auteur d'une remontée époustouflante en tout cas aujourd'hui, et donc cet accident, cette mise hors piste sacrée quoi qu'il arrive. Mika Häkkinen, vous le savez, donc c'est son premier titre de champion du monde et c'est un garçon qui a frôlé la mort il y a 3 ans, rappelez-vous, c'était à Melbourne. Courage, abnégation, patience sont sans doute les principales qualités de ce troll malicieux échappé de Finlande un beau soir de 78 pour venir conquérir l'impitoyable monde de la Formule 1. Car rien ne lui sera épargné. 2 années chez Lotus où son talent ne s'exprime qu'au prix d'une concentration extrême. La célèbre écurie est pratiquement en faillite. Mais déjà, les équipes de pointe ont décelé en lui le futur champion. McLaren l'engage en 93, mais cantonné au rôle de 3e pilote, Häkkinen doit se contenter de la coupe Porsche et des essais dans l'ombre de Michael Andretti. Mais l'échec de l'Américain est cuisant, il retourne chez lui avant la fin du championnat. Mika Häkkinen ne laisse pas passer sa chance aux côtés d'Ayrton Senna, dont c'est la dernière saison avec Ron Dennis. Tous deux signent une superbe performance au Japon, ils sont ensemble sur le podium. Si le pire pour Senna est arrivé en 94, pour Häkkinen ce sera fin 95. Plusieurs jours de coma à la suite de ce terrible accident le 10 novembre lors des derniers essais du Grand Prix à Adélaïde. Häkkinen va lutter contre la mort pendant plusieurs semaines avant d'entamer sa rééducation, puis reprendre le volant. On est en février 96. Avec Eria, son épouse, à ses côtés, Häkkinen va alors se forger en 2 ans un moral et un palmarès de champion. À tout juste 30 ans, Mika Häkkinen est désormais un homme comblé. Mika Häkkinen, 100 points, champion du monde 1998 de Formule 1. On se quitte pour l'instant, on se retrouve à 10h. Notez bien si vous avez loupé quelques épisodes dans ce mouvementé Grand Prix du Japon. Automoto spécial à 10h tout à l'heure avec les interviews du champion du monde, son patron, etc. Et ces superbes images que nous a offert ce Grand Prix du Japon. La joie, bien sûr, de Mika Häkkinen, nouveau champion du monde de Formule 1 1998. Et la déception pour Michael Schumacher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À tout à l'heure, 10h.